Je profite que ce soit la dernière séance pour que ce soit un peu plus interactif que d'habitude, pour parler comme les journalistes, et les pédagogistes, et tout ça, et tout ça. Mais je dis juste quand même deux mots. D'abord, j'ai une question que je vous adresse. Est-ce que vous avez pris connaissance du texte de Rousseau qui sert d'éditorial à cette session d'aujourd'hui? Non? Non plus? Ah, de vous, c'est scandaleux que les nouveaux, je veux bien. Oui, je vous rappelle quand même qu'il y a un site qui est quand même beaucoup plus opératoire que Facebook. C'est toujours utile de voir Facebook, mais Facebook, au bout de 2 jours, il y a déjà eu 350 posts qui fait qu'il faut rechercher 1 heure en amont, n'est-ce pas? C'est fongible, quoi, hein, Facebook, ça vous le savez mieux que moi, comme une savonnette. Par contre, on a un site à nous, d'accord, qui est celui qui est le plus exhaustif pour tous les renseignements se rapportant à toutes les interventions organisées par l'association, essentiellement les miennes. Donc, oui, mais ça s'appelle dominiquepagani.net, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est fait par un professionnel, basé aux Philippines. Ben oui, comment on dit? Il y a un terme de business pour ça. On déterritorialise, non, ça c'est du Deleuze, pardon? Merci, oui, c'est ça, on délocalise. Et exactement. Bonjour, Roman. Et sur cette page qui s'appelle dominiquepagani.net, il doit y avoir 3 W avant, hein, accueil, hein, vérifiez bien quel mot accueil, ouais, ça se confond avec autre chose. Vous avez tous les renseignements, vous avez toutes les vidéos, vous cliquez sur Facebook, vous avez sur YouTube, vous avez toutes les vidéos depuis 5-6 ans, et même au-delà. Et pas seulement celle de l'association, celle que j'ai fait aussi bien dans le cadre de la librairie Tropique que dans le cadre de l'Université populaire de Saint-Dizier, pardon, l'UPSD, dont je reviens d'ailleurs, où j'étais le week-end dernier. Et ça, c'est pour le clic YouTube, et puis il y a le clic Facebook, qui vous renvoie à notre page officielle, et ainsi de suite. Et puis ça, c'est la front page. Mais après, derrière, vous avez des tas de rubriques, les sites amis, hein. À propos des sites amis, j'en profite quand même pour saluer la présence d'Agnès et de Branco, pardon de les mettre mal à l'aise, mais qui ont eu la gentillesse de m'inviter en Norvège. C'est grâce à eux que le marxisme-léninisme gluscardien a pu se propager jusqu'encore plus au nord qu'Oslo, à Bergen. Je les en remercie. Voilà, et je voudrais vous rappeler que quand je dis les sites amis, c'est leur association qui s'appelle Algarbra, ce qui veut dire tout va bien, je crois, hein. Voilà, ce qui est déjà une quasi-provocation, n'est-ce pas? Et qui font un travail extraordinaire dans un contexte idéologiquement, disons, difficile. Agréable, mais difficile. Donc, je reviens à la séance d'aujourd'hui, sur la première page, la front page de ce site dominiquepagani.net. Il y a en général un texte qui est un éditorial fait par votre serviteur. Ça me coûte beaucoup d'écrire. Et vous avez remarqué que je préfère parler. Et puis des illustrations à droite, etc. Il y avait la rosace de Notre-Dame, vous savez, en hommage à l'incendie, là-bas. Enfin, en hommage à l'incendie. En hommage à ce qui en reste. Et The rest is silent. Ce sont les derniers mots de Hamlet, je vous rappelle. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, j'ai laissé la place à Rousseau pour faire l'éditorial. Alors pourquoi? Mais puisque vous ne l'avez pas, il faut que... Heureusement que je suis la Wi-Fi, là. Je vais donc me reporter à notre... alors, François Ier, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, c'est un texte extrait de l'Émile, et pour lequel, alors, j'ai un deuxième hommage, non pas à nos amis norvégiens, cette fois-ci, mais à Élise, si présente, Élise Delacroix, qui m'a rappelé ce texte. Ça fait 35 ans que je n'ai pas lu d'une traite tout l'Émile, de manière exhaustive, ce que je vous conseille de faire quand vous n'avez pas mieux. Vous pouvez le prendre au milieu, à la fin, mais il faut le lire tout, c'est fabuleux. C'est comme la nouvelle Héloïse, quoi. On a l'impression que ça va vous tomber des mains, et en fait, c'est... Bon. Et elle m'a branché sur ce texte
qui ne pouvait pas mieux tomber à pic, si je puis dire, par rapport à la manière dont je comptais conclure ce cycle, puisque c'est la dernière séance, dont je rappelle qu'il est diphasé, puisqu'il y a eu une première phase où c'était la pensée révolutionnaire, hein, je vous rappelle, de Rousseau à Lénine, pendant tout le premier trimestre, puis nature ou paysage. Et apparemment, si on ne se fie qu'à ces intitulés, il n'y a pas beaucoup de rapport entre la première et la deuxième phase. Sauf que quand même, un personnage comme Rousseau est pertinent tant pour la séquence escalité qui va de Rousseau à Lénine que nature ou paysage. Comment ne pas penser à Rousseau, qui est le premier à parler du paysage en termes, disons, modernes, pour aller très vite. Alors que le siècle auparavant, je vous l'ai déjà dit, Madame de Sévigné allant rendre visite à sa fille dans la Drôme, à Grignan. Si vous passez à Grignan, il y a un des plus beaux châteaux de tout le sud de la France. Bon. Dans la Drôme dite provençale, mais ça c'est un langage de consultant, laissons tomber. Ça, je été provençal, la Drôme. Et quand elle revenait de Grignan en remontant sur Paris, elle longe les Alpes, le Vercors par exemple, elle tirait le rideau, vous voyez, parce que c'était l'horreur. C'est récent la notion d'apprécier le paysage, le décor. La montagne, c'était les dangers, la famine, le crétinisme, crétin des Alpes. Personne n'est de Savoie ici, ça va? Et j'ai rien à dire, moi je suis d'un pays de montagne. Hein. Voilà. Donc, merci à Élise de m'avoir branché sur ce texte, qui dit donc, qui est extrait, je vous l'ai dit, de l'Émile, et de la quatrième partie, si je me souviens bien, et qui traite à la fois du bonheur, du paysage, de la propriété. La progression que nous avons faite conceptuellement sur la question nature ou paysage, point d'interrogation, nous a permis de commencer d'abord, petit rappel très rapide, par la conjonction des deux. Dans le langage courant, les deux ne sont pas tellement distingués. Le décor qui nous entoure, qu'est-ce que c'est beau, que la nature est belle, que le paysage est beau, on peut prendre tout ça l'un pour l'autre, c'est pas très grave. Puis après, on se fait des nœuds, comme toujours dans le langage courant, si on ne fait pas attention. Parce que va-t-on faire de la distinction courante dans la langue du naturel et de l'artificiel si je commence à dire c'est la nature en montrant un champ de blé au milieu duquel il y a une chapelle romane? C'est que de l'artificiel, ça. Le champ de blé, c'est un travail de fou, n'est-ce pas? La chapelle romane, n'en parlons pas. Les deux font travailler autant la tête que les mains, n'est-ce pas? Les deux sont aussi bien une dépense de sueur, la praxis, une transformation de la matière, une information de la matière par la forme que le sujet a dans la tête. Hein, ça rappelle de Marx, hein, ce qui distingue au premier abord, dit Marx, l'architecte le plus malhabile de l'abeille la plus experte, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la réaliser dans la réalité. Donc, vous voyez, on se fait des nœuds. C'est beau, quel beau décor naturel, cette chapelle romane dans le champ de blé. Ni le champ de blé, ni la chapelle romane ne sont du naturel. C'est de l'artificiel. C'est le fruit de l'art. Je fais exprès de garder art ici dans le sens grec de techné. Hein. C'était le mot. Les Grecs ignoraient notre différence un peu bobo entre les beaux-arts et puis le plombier, ou l'électricien, ou la régie technique, là. Sans laquelle je ne serais pas grand-chose. Donc, à cause de ça, je continue la progression. Après, on a été donc obligé de disjoindre nature et paysage. C'est pas compliqué. Hein. En gros, si autour de nous, on enlève tout ce qui suppose la main, je viens de le montrer, la main et l'esprit de l'homme. Si vous avez lu Le Roi Gourand, hein, un grand spécialiste de la préhistoire, vous devez savoir que les deux sont inséparables. Il va même jusqu'à dire que c'est la main qui a créé le cerveau, hein, le Roi Gourand, enfin qui a créé, disons, l'esprit qui s'agite dans le cerveau. Si on enlève tout ce qui porte la trace de l'homme, le résidu, c'est la nature, cette fois-ci, vous voyez, le naturel par opposition à l'artificiel. En gros, c'est tout l'univers. Hein, je rappelle ici que je suis souvent agacé, vous sentez venir une séquence anti-écolo, vous avez raison, je suis un peu agacé par le fait que l'on dise la nature, alors que tout ce qu'on en dit ne concerne que cette fabuleuse exception qu'est notre planète où il y a une vie, n'est-ce pas?
Je ne dis pas que c'est la seule. Hein. C'est pas ma partie, mais rien qu'à titre statistique, nous avons des mathématiciens ici. Rien que au niveau de la théorie des grands nombres, il y a une probabilité qu'il y ait d'autres mondes habités. Voilà. Mais enfin, je veux dire, quand on voit le temps qu'on mettrait à les atteindre, ça revient à peu près même de dire qu'on est seul. Hein. Donc, quelle extension du concept de nature, ou plutôt, non, pardon, quelle réduction du concept de nature de le ramener à la planète bleue, pour parler comme dans Goldorak, n'est-ce pas? Mais oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est un peu vieux, Goldorak, mais quand même. Bon, pour la planète verte. En fait, c'est l'exception. Inversement, le nucléaire, qui semble le comble de l'industrie de l'artificiel et qui suscite, n'est-ce pas, tout le ressentiment de l'écologie, je rappelle que la plus grande usine nucléaire de notre banlieue terrestre, c'est quand même le Soleil. Comme toutes les étoiles d'ailleurs, hein, ce sont des centres de fission, fusion nucléaire, ce que vous voulez. Bon, voilà. Petit mouvement d'humeur anti-écolo, mais par les temps qui courent, c'est pas de trop, hein, ce que je viens de dire, je vous le dis, c'est même insuffisant. Donc, on en était là. Ah ben, c'est bien clair, le paysage, c'est, bien sûr, sans la nature, il n'existerait pas, mais s'il n'y avait que la nature, ça ne suffirait pas à donner le paysage qui suppose en plus donc un aménagement par l'homme de la nature. Jusque-là, ça va très bien. Donc, le marais Poitevin, la plaine de Beauce, les bocages, machin, et même certaines forêts qu'on croit naturelles. En fait, la forêt des Landes, elle a été plantée comme la plus grande d'Europe. Elle a été plantée, n'est-ce pas, par l'État en 1820, par là, n'est-ce pas? On avait tellement coupé d'arbres pour essayer de battre les Anglais, la marine anglaise, n'est-ce pas, qu'il a fallu replanter. Voilà, ça reste encore la plus grande forêt d'Europe occidentale. Donc, eh bien, c'est pas si simple. Troisième phase, même quand je suis devant un spectacle qui ne porte pas la trace de l'homme d'une manière évidente, canyon du Colorado, grande ergue de Bilma au Sahara, renseignez-vous, Bilma, c'est au Niger, Antarctique, n'est-ce pas? Là, on se dit, ah, là, vraiment, c'est la nature brute. Et puis récemment, je suis allé en Norvège, n'est-ce pas? Et j'ai commencé par aborder ce problème. J'ai fait un petit peu un freestyle. Comme c'était en anglais, j'avais le trac. J'ai un anglais de français, hein. Donc je l'ai surmonté en faisant du freestyle et en commençant par dire que j'avais jamais été aussi au nord. C'était la première évidence de ma conférence, n'est-ce pas? Or, je viens du sud, n'est-ce pas, étant né au Vietnam et en grandi en Afrique et en Corse. Et il y avait un point commun entre les endroits d'Afrique reculés de mon enfance et la Norvège, c'est que la nature est puissante. Et là, des deux extrêmes, on retrouve une nature puissante. Il n'y a que dans cette zone bien tempérée où nous habitons qu'il y a ce compromis permanent entre l'homme et la nature, qui fait dire à Hölderlin, « Ô bonne ville, non point informe, mais sans force à l'ennemi mêlé. » C'est beau, l'ennemi, c'est la nature, là, oui. Hein, et Tübingen et tout, là, on ne sait pas où finissent là, les forêts, les champs, la ville. « Ô bonne ville, non point informe, parce que c'est pas informe non plus, mais sans force, sans violence. » À l'ennemi mêlé. C'est pas le grand ranch quadrangulaire au Canada où la nature est brute, là, il faut... Ouais, voilà. Donc, oui, ces problématiques touchent à des choses fondamentales. Je disais que même au Colorado, même en Antarctique, nous ne sommes pas en présence de la nature. Parce que nous les regardons, nous nous oublions toujours nous-mêmes dans la contemplation. Nous le regardons avec un confort de contemplation que n'a ni l'Inuit, l'Esquimau, on disait quand j'étais petit, ni l'Inuit des glaces du pôle, ni le pygmée de la jungle équatoriale, qui n'apprécie pas du tout la forêt comme nous, hein, je vous le dis. Hein. Et les génies, d'ailleurs, les représentations, les masques des génies qui protègent le village sont toujours dans un village africain traditionnel, je parle d'Afrique subsaharienne, à la limite du village et de la forêt, par exemple. Quand il n'y a pas d'arbres, comme dans le Sahel, pays d'Ogon, par exemple, au Mali, qui, hélas, défraie la chronique, puisqu'il vient d'y avoir un énième carnage depuis que nous avons envahi la Libye avec ça. C'était les coins les plus tranquilles du monde, mais passons, ça va m'énerver. Les tombeaux des ancêtres, les dépouilles des ancêtres et les représentations des génies, les fétiches, en gros, sont accrochés à la falaise qui domine le village, vous voyez. Il y a toujours, c'est toujours à une limite, n'est-ce pas, du monde contrôlé par l'homme et de ce qui lui échappe, qu'il y a le sacré. Voilà, je vous rappelle comme ça.
Donc, même quand on regarde ce qu'on croit être de la pure nature, brute, notre regard est cultivé, hein, au sens anthropologique, bien sûr. Nous avons déjà, j'avais pris l'exemple de la traversée du désert du Sahara, mais c'est arrivé assez souvent dans un pays comme le Niger. Comment voulez-vous qu'on ait la même relation au désert, nous, et ces figures qui surgissent, je vous l'ai déjà dit, du néant, on croit toujours qu'on est seul dans le désert, surgissent d'un rocher, 2 ou 3 bergers, bergères qui demandent de l'eau avec un petit bidon en plastique de 5 litres et qui vous donnent en échange des fromages de brebis qui craquent un peu sous les dents parce qu'il y a des grains de sable dedans et qui n'ont pas du tout la même relation au désert que nous, vous en doutez bien. Dans le rêve, sans doute, et d'aller voir les boutiques à Paris, hein. Mais oui. Je l'ai déjà dit, le moderne déteste la modernité. Voilà. Donc, en fait, on n'a pratiquement jamais un rapport, allez, unmittelbar, hein, comme dirait Hegel. On n'a jamais un rapport immédiat à la nature. C'est toujours un rapport médiatisé, par la langue, par exemple, hein, par tout cet inconscient historico-linguistico-culturel, je fais des barbarismes, que nous avons dans la tête, pour parler grossièrement, c'est bien dans le ventre, hein, quand nous regardons ce que nous appelons la nature. Voilà. C'est pour ça que ce mot-là est toujours piégé. D'accord ? Ça n'empêche pas qu'on l'utilise, hein, dans le langage courant, je suis le premier à le dire. Hein, c'est pas... Si vous me dites attention, il y a un stop, je ne vais pas dire qu'appelles-tu stop en conduisant. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, je vais jusqu'à dire, et j'en finirai là-dessus avec ce résumé, avant d'arriver au texte de Rousseau, je vais jusqu'à dire que la nature est une création de l'homme. Alors je renverse complètement notre début. Autrement dit qu'il faut déjà être sorti de la nature pour que le mot de nature ait un sens, pour que je distingue des fleurs naturelles de fleurs artificielles. Il faut qu'il y ait des fleurs artificielles pour que j'éprouve le besoin de dire non, mais celles-là, elles sont naturelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que l'homme a créé la nature, je ne suis pas l'idéaliste, je ne vais pas dire que l'homme a créé les montagnes, je ne suis pas idiot. Mais ça veut dire qu'il nous faut un autre mot. Et vous vous rappelez? Pardon? Non, non, pour désigner là où l'homme n'a aucun apport. Aussi bien que là où... Oui, merci. C'est le concept de matière qui réunit tout ça, qui est plus rigoureux. Vous voyez le lien qu'il y a entre nature ou paysage et puis la séquence révolutionnaire qui va de Rousseau à Lénine en passant par Marx et le matérialisme historique et dialectique. La notion de matière est la plus extensive, au sens où il y a un vaste ensemble des objets matériels dans lequel je fais une première partition, grossière et simple, hein, entre une matière naturelle, l'univers, vous voyez, extra-humain, qui n'est pas seulement extérieur à nous, qui est aussi en nous. Hein. Chaque fois que j'ai faim, vous savez, la nature se manifeste. Attention, hein, ne soyez pas empiriste, croire que la nature c'est l'extériorité, que ce que je vois avec les yeux, elle est dedans aussi. Voilà, donc il y a une matière naturelle et une matière, alors culturelle si vous êtes structuraliste, lévi-straussien, spirituelle si vous parlez en termes hegéliens, l'esprit historique en termes marxistes. Du moment que ça désigne les mêmes ensembles, comme disent les scientifiques, on s'en fout. Hein. C'est l'époque où on se demandait si la lumière était une onde ou une particule. Un mécanique de Broglie avait montré que bon, c'est une particule portée par une onde. Je simplifie un peu, hein. En gros c'est ça. Autrement dit, du moment que les expériences vérifient les deux théories, on s'en fout de choisir entre les deux. Hein. Voilà, le petit rappel. Donc, tout ça pour arriver pourquoi j'ai laissé la place à Rousseau pour l'éditorial de cette dernière séance? Je vous le lis d'abord sans aucun commentaire. Extrait de l'Émile. Hein. Encore un coup. Les plaisirs exclusifs sont la mort du plaisir. Les vrais amusements sont ceux qu'on partage avec le peuple. Ceux qu'on veut avoir à soi seul, on ne les a plus. Si les murs que j'élève autour de mon parc m'en font une triste clôture, je n'ai fait à grands frais que m'ôter le plaisir de la promenade. Me voilà forcé de l'aller chercher plus loin. Le démon de la propriété infecte tout ce qu'il touche. Un riche veut être partout le maître et ne se trouve bien que là où il ne l'est pas.
Il est forcé de se fuir toujours. Pour moi, je ferai là-dessus, dans ma richesse, ce que j'ai fait dans ma pauvreté. Plus riche maintenant du bien des autres que je ne serai jamais du mien. Que si l'on vient à me vexer par des fossés, par des haies, peu m'importe, je prends mon parc sur mes épaules et je vais le poser ailleurs. Pas beau, ça. Les emplacements ne manquent pas aux environs. Quiconque s'écartera de ces règles, quelque riche qu'il puisse être, mangera son or en fumier. Et ne connaîtra jamais le prix de la vie. On m'objectera sans doute que de tels amusements sont à la portée de tous les hommes, paysage, et qu'on n'a pas besoin d'être riche pour les goûter. C'est précisément à quoi j'en voulais venir. On a du plaisir quand on veut en avoir. C'est l'opinion seule qui rend tout difficile, qui chasse le bonheur devant nous, et il est 100 fois plus aisé d'être heureux que de le paraître. Bling bling, que de le paraître. L'homme de goût est vraiment voluptueux, n'a que faire de richesse. Il lui suffit d'être libre et maître de lui. Voilà. Donc, on s'était acheminé déjà, avant ce texte de Rousseau, qui est magnifique. Il y a même une espèce d'ironie assez rare chez Rousseau. Il persifle, là. Je me demande si c'était pas un peu pompette. Parce qu'il était un peu versé quand vous lisez la Belle Héloïse, il aime bien les vendanges. On avait bien compris que la liberté s'était insinuée dès l'instant qu'on a vu que dans le décor, il y avait l'action humaine. Dès l'instant que Marx dit la phrase que j'ai citée tout à l'heure, n'est-ce pas, que ce qui distingue l'architecte le plus malhabile de l'abeille la plus experte, c'est qu'il y a, allez, une finalité, une fin, qui se donne après les moyens de quitter le monde de la pure essence pour entrer dans l'existence. C'est ça que dit Marx. C'est que l'architecte a sa maison dans la tête, ça c'est l'essence, les idées de Platon. À la rigueur, si vous voulez matérialiser le plan de l'architecte sur du papier. Mais une maison plane, vous n'allez pas prendre une douche dedans. Ni vous abriter de la chaleur qui vient. Donc, si ce qui fait que le décor est humain, c'est le fait qu'il porte la marque d'une finalité, d'un télone. Vous savez, télé, en grec, ça veut dire au loin. Télévision, c'est voir au loin. Un petit panneau qui dit stop à 150 mètres, c'est un téléavertissement. Ça veut dire que je ne suis pas là pour regarder ce qui est là, mais pour vous avertir de ce qui n'est pas là, qui est plus loin. C'est ça, télé. C'est ce qui n'est pas là, mais qui a besoin de quelque chose qui est là pour se rappeler à notre pensée. Et c'est pour ça que le premier des signes, c'est les rappels que je fais, signe séma, sémantique, sémaphore. Le premier des signes, c'est le tombeau. En grec, soma, c'est Platon, c'est pas moi qui a fait le jeu de mots le premier. Troublant et profond. Le premier signe, c'est le tombeau, c'est-à-dire ce qu'il a là, cailloux, tumulus, char avec les armes broyées, courbées dans les... Et ça, c'est du matériel, ça, c'est pas du... Et là, pour faire penser à quelqu'un qui n'est plus là. C'est ça, un signe. Ça, c'est le monde de l'homme, ce pouvoir. Avec le matériel, on n'est pas dans l'idéalisme, là. Vous vous rappelez ce beau texte de Platon dans le Phédon où il dit qu'il ne faut pas confondre la cause avec ce sans quoi, il parle de la matière là, ce sans quoi la cause ne pourra jamais être cause. Donc, si la finalité, la forme, en termes aristotéliciens, ça va toujours ensemble, qu'est-ce que c'est qu'une forme telle qu'on la voit, d'un outil, etc. Pour Aristote, c'est une fin réalisée. C'est une entéléchie en termes aristotéliciens, si vous voulez frimer un peu. Pour les amateurs ou réussir les concours pour les professionnels. Du coup, et ça c'est un acquis depuis Kant, et qui se creuse avec Hegel et Marx, c'est que du coup il y a de la liberté qui s'insinue dans le décor. C'est que cette finalité réalisée par l'homme dans le décor a pour contenu des fins qui ne sont pas strictement naturelles. Qui ne veut pas dire qu'elles sont immatérielles. Ils ont besoin de beaucoup de matière pour se réaliser, bien sûr, n'est-ce pas? Voilà. Manger, parce qu'on a faim, on n'a pas besoin de la culture, de l'esprit et d'aucune finalité pour ça. À la limite, c'est un mécanisme. Et Claude Bernard, fondateur de la biologie, qui rappelait que le vivant, c'est le mort. Par contre, manger à table, manger avec des fourchettes, avec des baguettes, avec les 3 doigts de la main droite, selon les
les lieux, les cultures, le fait qu'il y ait cette diversité déjà des mœurs, pour accomplir ce qui semble être un instinct et dont on voit que c'est une institution. Vous voyez, le même radical, mais pas du tout le même mot. Le repas, c'est une institution. La faim, c'est un instinct. Le repas, la manière dont la faim, n'est-ce pas, s'assouvit chez les hommes, est une institution. Et cette diversité est la preuve que ce n'est pas naturel. Parce que la loi de la chute des corps, que ce soit au Japon, au pôle, etc., c'est la même. Hein. L'universalité de la loi et la diversité de la règle. C'est connu en anthropologie, hein, bien sûr. Hein. La règle est moins contraignante et vous trouvez chez Kant la distinction entre ce qui est constitutif, ce qui est l'effet de la loi, par exemple quand tout corps occupe un espace, et ce qui est régulateur. Oui. Comme dit Pascal, hein, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en ça. La polygamie, la monogamie, c'est des règles, ça, c'est pas la loi. Donc cette diversité est déjà le signe qu'il y a une liberté. Qu'est-ce que me raconte une liberté? Si tu t'amuses à être polygame là où c'est la monogamie qui règne, tu vas te ramasser des châtiments. Oui, d'accord, mais ce sont des lois que nous avons instituées et auxquelles nous nous soumettons. Et donc, on n'est pas loin de ce que Rousseau qui dit l'impulsion du seul appétit. Là c'est la nature. Hein. C'est un terme qui métonymie pour dire tout ce qui est instinct. Hein. L'impulsion du seul appétit est esclavage dans le contrat social. L'obéissance à la loi qu'on sait prescrite est liberté. Il y a le mot obéissance qui a l'air de contredire la liberté. J'obéis à la loi, donc je ne suis pas libre. Ah si, ça dépend. Quand je mange uniquement parce que j'ai faim, et en me souciant de rien d'autre que d'assouvir ma faim, je ne suis pas libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. En cas de détresse, dans le désert, je suis bien content d'avoir de l'eau. Hein. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'exprime ma liberté. Par contre, n'est-ce pas, quand je suis sur le poteau où on me torture, où on me tripote pour que je dénonce les copains et que je dis non, je veux dire, j'obéis à une loi que je me suis prescrite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, donc la liberté, c'est ça, le progrès qu'on a fait, c'est insinué dans le décor. Et c'est ça qui fait sans doute le côté esthétique du paysage, qu'il y a un lien intime entre la beauté et la liberté. Mais voilà qu'avec ce texte que je viens de vous lire, je n'ai pas fait de commentaire pour l'instant, je vais le reprendre. Il y a une dernière détermination qui nous manquait, sans laquelle la liberté reste un universel abstrait. C'est la propriété. Et ça, c'est du Rousseau, du grand Rousseau. Regardez. Encore un coup, les plaisirs exclusifs, ça veut dire ceux dont je me satisfais tout seul et où j'exclus les autres. Hein. Les plaisirs exclusifs sont la mort du plaisir. Au siècle précédent, Spinoza avait déjà dit qu'il y a des biens qui augmentent dans le partage. Ce n'est pas la nourriture, plus on est nombreux, moins il y en a. Hein. Mais là, il y a des biens qui augmentent dans le partage. Vous savez, quand on est au concert, comme ça. Hein, ou quand il y a un beau but qui se prépare sur le stade au foot, là, par exemple, au rugby. Il y a des biens qui augmentent dans le partage. Ça faisait dire à Glouskar, d'ailleurs, puisque grâce à Alexandra s'y présente, nous a invité à faire une petite conférence là-bas dans les environs de Montauban, à Beaumont de Lomagne, et non pas en Lomagne, c'est bien ça, ravissante région. Glouskar disait, avant il y avait les piques assiettes, maintenant il y a les piques télé. Parce que chaque fois qu'il y avait le tournoi des 5 nations, il y avait les voisins qui disaient, tu regardes le match, Michel, je peux venir chez toi, vous voyez. Ça ne sert à rien de le voir tout seul, c'est pas sympa. Quand même. On ne peut pas taper sur les Irlandais. Bon, en pensée. Hein. Donc, pour l'instant, vous voyez, encore un coup, les plaisirs exclusifs sont la mort du plaisir, les vrais amusements sont ceux qu'on partage avec le peuple. Ceux qu'on veut avoir à soi seul, on ne les a plus. Très belle dialectique du plaisir. On ne les a plus. Si les murs que j'élève, il illustre maintenant son propos, si les murs, parce que c'était un peu abstrait général, si les murs que j'élève autour de mon parc, il n'a jamais eu de parc Rousseau, hein, c'est un jeu impersonnel, si les murs que j'élève autour de mon parc m'en font une triste clôture, je n'ai fait à grands frais que m'ôter le plaisir de la promenade. Se promener, c'est pas être chez soi. Là, je connais tout, dans mon jardin, dans mon parc, je connais les trucs, j'ai pas de surprise, j'ai pas d'attente, je veux dire, il n'y a pas un chevreuil qui risque de traverser la route. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut sortir de chez soi.
Donc, je n'ai fait à grands frais que m'ôter le plaisir de la promenade, me voilà forcé de l'aller chercher au loin. Eh oui, si mon parc fait 3 km de long, il faut que je marche longtemps avant de commencer ma promenade. Le démon de la propriété infecte tout ce qu'il touche. Un riche veut être... Il ne parle pas de la propriété de votre brosse à dents, ou de votre femme, ou de votre mari. Hein. Alors, hein, non mais il faut être sérieux. Je me rappelle, moi, dans la Drôme, j'avais enseigné là-bas, il y avait des affiches au moment des élections législatives où on voyait un rapace comme ça, avec le faucille et le marteau dessus, qui s'abattait sur un petit troupeau de moutons. Il y avait marqué « Les communistes vont vous prendre vos terres ». Oui. Et les terres sont bien parties, ils ont été dépouillés de leurs terres, mais le communisme n'est toujours pas là. Hein. Je ne sais pas, vous connaissez, il y en a connaissez chiffres, combien d'exploitations ferment chaque semaine en France, vous voyez, agricole. C'est pas la faute à Lénine, hein, pour l'instant. Bon, alors, ou à Rousseau. Donc, admirable que tout d'un coup, cette détermination de la propriété qui vient enrichir notre concept de liberté. Je continue. Pour moi, je ferai là-dessus, dans ma richesse, ce que j'ai fait dans ma pauvreté. C'est un peu elliptique, là. Mais rappelez-vous, parce que je vais interrompre la lecture du texte, le commentaire, pardon, j'en suis à la moitié, et je vais continuer le commentaire, mais en creux, c'est-à-dire en commentant un autre texte complètement inverse de celui-là, un texte de Voltaire. Allez voir pourquoi, pour revenir à Rousseau. Rappelez-vous que Rousseau a refusé la gratification, les 100 louis, comme dit Nerval, que Madame de Pompadour voulait lui attribuer suite à son succès people, on dirait aujourd'hui, bling bling ou showbiz, de son opéra Le Devin du village, qui est une charmante pastorale, je veux dire, qui ne casse pas des briques. C'est charmant, il faut l'écouter hein, quand même. Hein. Mais enfin, je veux dire, c'est pas du Rameau. Même si Rousseau va bien plus loin que Rameau dans sa prose musicale, dans sa prose littéraire. Hein. Mais enfin, quand il compose avec des notes, il n'y a pas photo. Il a refusé. Parce qu'on pourrait dire, et c'est ça que je vais lire avec Voltaire tout à l'heure, on pourrait dire, oui, mais c'est facile de critiquer la propriété quand on n'a rien, quand on est... vous savez, les Américains, ils disent ça. Hein. Quand il y a eu les Twin Towers qui ont été abattus, ils disaient, ils envient notre mode de vie. C'est des envieux. Alors c'est facile de critiquer la propriété, d'être communiste au sens courant, hein. Collectiviste, partageux, comme disaient les gens de droite. Tu te rappelles, en économie, les partageux. Hein. C'est ceux qui n'aiment pas le partage hein, qui utilisent ce mot-là. C'est facile quand on n'a rien. Mais une fois qu'on est propriétaire, on est beaucoup plus soucieux de sa propriété. C'est ce qu'on va voir après. Ben, ce n'est pas le cas de Rousseau, parce qu'il a eu l'occasion de sortir de l'Ardèche. Il a été un vagabond toute sa vie. Hein. Et même un sans domicile fixe, quand il fuyait les 3 plus grandes puissances d'Europe, n'est-ce pas, de domicile en domicile, qu'il avait déclaré susceptible de prise de corps, c'est-à-dire si on le trouve, on le tue. Hein. Donc il a eu cette possibilité d'en sortir et il a refusé pour rester libre. Hein, conformément à sa devise, vitam impendere vero, hein, faire dépendre sa vie du vrai. Comme Spinoza, ça fait 2 fois que je fais le parallèle, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de sa vie, a poli des vers de Lantis, c'était le début de l'optique, hein, après la lunette de Galilée, pour se rendre indépendant des puissances de ce monde. Rousseau ne s'en prête pas le revenu. Vous pensez que c'est la Nouvelle Héloïse, hein, qui est le plus gros tirage de l'époque avec le Candide de Voltaire? Non. Les droits d'auteur, c'est pas mal, mais ça ne rapportait pas de quoi vivre. C'était le fait qu'il copiait de la musique. Il n'y avait pas Rank Xerox, hein, ce n'est pas les photocopieuses. Il fallait copier à la main toutes les partitions. Voilà, c'était un travail de besogneux. Et il était indépendant. Donc, je vous l'ai dit, à partir de ce milieu-là, et où on parle du rapport de la richesse par rapport au fait qu'on en a ou pas, je vous lis un texte, un poème de Voltaire. Mais oui, Voltaire n'a pas fait que des contes et des récits, des romans. Il n'a pas seulement été l'admirable historien du siècle de Louis XIV. Voltaire a un style étincelant, mais là, il est mauvais. Parce que là, c'est un poème, c'est pas son truc. Il persifle, il y a une verve très amusante et tout, mais du point de vue poétique, c'est nul.
Il le savait, je me permets de le dire parce qu'il savait très bien, c'était un homme de goût, Voltaire. Il avait une admiration pour Racine, le siècle précédent. Voilà, je ne vais pas m'attarder, on n'est pas dans la littérature, mais c'est pour excuser à l'avance, ça ne casse pas les briques, mais par contre, la thématique est claire. Ça s'appelle le mondain. Regrettera qui veut le bon vieux temps et l'âge d'or et le règne d'Astrée et les beaux jours de Saturne et de Ré et le jardin de nos premiers parents, on parle du paradis terrestre. Moi, je rends grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge. Tant décrié par nos tristes fondeurs, ça c'est Rousseau, qui venait d'écrire le discours Les sciences et les arts, c'est-à-dire contre les sciences et les arts. Tant décrié par nos tristes fondeurs, ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. J'aime le luxe, retenez bien ce bout, et même la mollesse. Tous les plaisirs, les arts au sens de toute espèce, comme il dit, au sens extensif, c'est-à-dire les arts des beaux-arts, mais aussi bien les artisans, ceux qui font le jardin. Enfin bon. J'aime le luxe, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements. Tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien doux pour mon cœur très immonde de voir ici l'abondance à la ronde. Mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de sa source féconde, il parle de l'abondance, et des besoins et des plaisirs nouveaux. Dites donc, Servigne, là, il ne sera pas content. L'or de la terre, les trésors de l'onde, leurs habitants, les peuples de l'air, tout sert au luxe, deuxième fois, au plaisir de ce monde, au pluriel. Oh, le bon temps que ce siècle de fer. Il ironise contre ceux qui regrettent l'âge d'or, le premier temps de l'humanité. Siècle de fer. Le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. Dites donc le rapport nord-sud, regardez bien, c'est intéressant. Voyez-vous pas, c'est faible là, ces agiles vaisseaux qui, du Texel, de Londres, de Bordeaux, s'en vont chercher par un heureux échange de nouveaux biens nés aux sources du Gange. Et il y en a qui croient que la mondialisation, c'est d'aujourd'hui. Tandis qu'au loin, vainqueurs des musulmans, quoi, nos armées, les croisades, pas du tout. Nos vins de France énivrent les sultans. Comme quoi, à l'époque, les sultans, la Bibine, ils ne crachaient pas dessus. Hein. Est-ce qu'il parle de la sublime porte? Mais il est bien enseigné, Voltaire. Tandis qu'au loin, vainqueurs des musulmans, nos vins de France énivrent les sultans. Il n'est pas bon en poésie, mais il est bon quand même. Quand la nature était dans son enfance, nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance, ne connaissant ni le tien ni le mien. On n'est pas dans Rousseau, là. Qu'auraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien. Ils étaient nus. Et c'est chose très claire que qui n'a rien n'a nul partage à faire. Là, c'est clair. Vous voyez pourquoi je commente le Rousseau en creux, là. Sobres étaient, je le crois encore, d'un bon vin frais où la mousse ou la sève ne gratta jamais le triste gosier d'Ève. La soie et l'or ne brillaient point chez eux. Admirez-vous pour cela nos aïeux? Il leur manquait l'industrie et l'aisance. Est-ce vertu? C'était pure ignorance. Voilà, fin de citation. Le Monde, relisez-le in extenso, c'est un large extrait, mais il y a de quoi faire. Hein. C'est un wiki tout ça. Hein. Voltaire, Le Monde. Bien sûr, les initiés savent que le mondain est une catégorie fondamentale de la pensée gluscardienne. Fondamentale, qui traverse en diagonale toute la réflexion de Gluscar de la sphère théologique au matérialisme historique. Je le rappelle au passage, ici Voltaire a su. Je rappelle que nous avons déjà opposé, mais je l'ai fait souvent en détail, donc je ne m'attarde pas, le monde à la planète. La planète, pour moi, n'est pas en danger, elle sera là quand même, on sera tous morts, elle sera encore là. Hein. Quelque chose qui est mort n'a pas grand-chose à craindre. Les cailloux ne meurent pas. Par contre, le monde, c'est pas une relation entre des objets, n'est-ce pas, comme l'érosion de la glace sur les montagnes. Le monde, c'est des relations entre sujets. Le monde romain, pas le monde du classicisme sous Louis XIV, le monde des Lumières, ce sont des relations entre hommes. Ça, c'est périssable, c'est fragile. Donc, dans tous les sens, le mondain, n'est-ce pas? Je rappelle que dans l'Évangile, surtout celui de Jean, Buenas tardes,
Merci d'être là. Je rappelle que au Jeudi Saint, le dernier entretien de Jésus avec ses disciples, c'est un peu comme le Phédon. Je ne veux pas être sacrilège, mais c'est comparable. Le dernier entretien de Socrate avec ses disciples, c'est le Phédon avant de boire la Ségu. Dernier entretien avant le Calvaire, avant le Golgotha, c'est le Jeudi Saint. Jésus, pour la première fois, dit « Le prince de ce monde vient, mais il est déjà vaincu, car son essence est mensonge. » Le mal, Satan, est désigné comme le prince de ce monde. Vous voyez, quand je dis le mondain, c'est tout. Quand je disais aspect théologique, il y a aussi ça. C'est ce qui règne ici-bas. Donc, je reviens maintenant, n'est-ce pas, à mon texte, pardon, excusez-moi, oui, mon texte de Rousseau. Et, pardon, oui, c'est ça. Et il est pris idiot, hein, le texte de Voltaire. C'est vrai qu'il n'a rien, n'a nul partage à faire. C'est presque une tautologie, si vous voulez. Des fois, je me sens même plus proche de Voltaire lorsqu'il dit qu'on doit tout ça quand même à l'industrie, au progrès, en termes marxistes, des forces productives. Vous voyez? Et même certains, un peu naïfs, ont pensé que c'est dommage que la Révolution aurait réussi si on avait joint le sens politique de Rousseau, la propriété, l'égalité, au sens économique de Voltaire. Vous voyez? C'est pas idiot, mais c'est un peu niais. Oui, je joue avec les mots, avec comme Rimbaud, opéra vieux, refrain niais, rythme naïf. Ça va ensemble, niais et naïf. À savoir, il y a une économie chez Rousseau. Par exemple, Rousseau écrit la fameuse lettre à d'Alembert sur les spectacles, hein, texte dont on dit que c'est le grand retournement de toute l'œuvre de Rousseau, postérieur à ses grandes premières publications et antérieure aux dernières, aux Confessions et aux Rêveries. Cette lettre à d'Alembert sur les spectacles, dont l'occasion a été apparemment un fait anodin, c'est que Rousseau s'insurgeait contre le projet de Voltaire d'ouvrir un théâtre à Genève, ce qui pour lui était une provocation. On est une ville de puritains, de protestants, ouvrir un théâtre, c'est en termes d'aujourd'hui, on dirait c'est des putes, c'est la partouze, enfin, le monde. Non, mais depuis toujours, hein, le théâtre. C'est un admirable sonnet de Shakespeare, une splendeur, le 29e sonnet. Vous savez qu'il y a de mystérieux sonnets chez Shakespeare, il n'y a pas que des pièces de théâtre, qui s'adressent tantôt à une belle femme blonde, tantôt à un jeune homme brun. Et le 29e, n'est-ce pas, dans le 29e, il se plaint de son statut d'outcast, comme il dit dedans. Vous voyez, hors la loi, on dirait outlaw, hein, outcast. En tant que comédien, il est reçu dans aucun milieu de la société. Je cherche. When in disgrace with fortune and men's eyes. Oui, c'est ça. Lorsque dans la disgrâce aux yeux des hommes, etc., je ne cesse de pleurer, etc. With my bootless cries, avec mes pleurs sans fin. Maudissant, cursing my outcast state, mon statut d'être hors la loi en tant que comédien. Voilà. C'est ça que je veux illustrer. Alors, après, la suite du poème, c'est magnifique parce qu'il est désespéré, tout ça. La principale arrive seulement à la fin. Happily, I think of thee. C'est le tutoiement qu'on retrouve dans le vieil anglais. À ce moment-là, par bonheur, je pense à toi. And then my state, like to the lark, comme l'alouette. Magnifique. Et à ce moment-là, I scorn to change my state with king. Pas, je ne changerai pas mon statut pour celui d'un roi. Magnifique poème, le 29e sonnet. Donc, déjà, là, vous voyez, ouvrir un théâtre à Genève, c'est amener à la corruption, la débauche, le spectacle, le bling-bling, le spectacle. Voilà. Ouais, je devais citer le Faust de Goethe, quand il se réveille en pleine nature, là, en plein paysage, en fait, hein, et qu'il voit tout d'un coup ce paysage splendide, il se réveille, il se frotte les yeux, il dit « Quel spectacle ! Mais hélas, un spectacle seulement !» C'est illusion, c'est la surface, on a bien travaillé là-dessus, je n'y reviens pas, mais vous vous rappelez. Hein, mais un spectacle seulement, virgule, où te saisirais-je? Alors là, on va au-delà du spectacle. Où te saisirais-je, nature infinie? Eh bien, Rousseau s'oppose, pour toutes ces raisons-là,
à la création d'un théâtre à Genève. C'est une déclaration de guerre pour Voltaire. Et alors on va dire, oui, mais là je comprends que vous préfériez Voltaire sur certains points, parce qu'il pour parler français, il est un peu chiant. Rousseau, là, quand même, je veux dire, c'est bien d'avoir un théâtre, de se cultiver. Rousseau adorait le théâtre, il y allait tout le temps. Il ne faut pas faire des contresens. Il ne veut pas cautionner la thèse de l'époque qui dit que le théâtre améliore les mœurs. Non, il dit, rien du tout. C'est des chefs-d'œuvre esthétiques, c'est pas pour ça que ce sont des chefs-d'œuvre moraux et encore moins politiques. C'est ça, Rousseau. Et là, on rentre vraiment dans le sérieux du commentaire du texte. Alors qu'est devenu mon histoire de propriété? On y arrive. La preuve que ce n'est pas un pisse-froid, un puritain, c'est qu'il adore s'amuser. Rousseau, il adore. Lui-même, il dit là-dedans, d'ailleurs, il se traite de voluptueux. Vous voyez, à la fin, quand il dit l'homme de goût est vraiment voluptueux, n'a que faire de richesse. Il lui suffit d'être libre et maître de lui. Il ne rougit pas d'être un voluptueux. Hein? Mais cette volupté ne s'obtient pas aux dépens de l'autre. Mais surtout, dans le texte, dans le Mercenaire spectacle, il oppose au théâtre, avec toutes ces fractures, c'est lui qui dit ces fractures, entre le public ici, les acteurs là, vous voyez, entre la passivité et l'activité, entre l'apparence, la scène, tout ce qui est des artifices et le réel, entre l'essence et l'apparence. Il oppose quoi? Ce qui pour lui est à la fois un spectacle et plus qu'un spectacle et une réussite politique, la fête populaire. Donc vous avez la plus belle illustration sous sa plume dans la fameuse scène des vendanges dans la Nouvelle Héloïse. Voilà. Je rappelle qu'il y a tout ça. Et dans la Nouvelle Héloïse, si vous regardez bien la fête des vendanges, ce qui s'y exprime, c'est qu'il n'y a plus de propriété. En fait, on est très féodal, hein. On est chez Monsieur de Volmar, qui a ses vignobles, mais on a pensé à offrir aux paysans un repas qui n'est pas non plus trop, vous voyez, comme dit Rousseau, il n'y a pas des couleurs, des verres de cristal, etc., mais il y a beaucoup plus de fruits et de légumes que d'habitude. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, grâce à ce texte, on a ajouté à la liberté la détermination de la propriété, enfin, la propriété collective ici, n'est-ce pas? Que Rousseau n'est pas contre la propriété, il est contre la propriété privative. Je rappelle ici que dans le livre 8, vous voyez que Nature et paysage renvoie à la pensée révolutionnaire de Rousseau et Lénine. Dans le livre 8, le livre 1er, chapitre 8 du contrat social, passage capital qui s'appelle de l'état civil d'ailleurs, je rappelle que Rousseau il fait des distinctions très importantes, il parle lui-même de balance. Reprenons cette balance avec des termes faciles à comparer quand il dit ce que l'homme perd par le contrat civil, lorsque d'un être de nature il devient un zoon politikon, comme dirait Aristote, n'est-ce pas, un animal social, ce qu'il perd, c'est sa liberté naturelle et le droit de posséder tout ce qu'il tente. Droit, pas le fait, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui veux posséder. Hein. Ce qu'il gagne, donc il n'a plus la liberté naturelle. C'est Rousseau qui parle avec ces concepts-là, la liberté naturelle, mais il gagne la liberté civile. Alors vous dites, bon, hein? Là il est précis, Rousseau. La liberté naturelle a pour borne, maintenant il fait, vous voyez, comme un analyste en mathématiques. Il trace la limite. Allez deviner, qu'est-ce qu'elle a pour limite, la liberté naturelle? Oui, plus fort. Pardon? Oui, non, mais en droit, en morale. Mais là, on est dans la nature, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de morale. Donc, qu'est-ce qui limite? Pardon? Oui, l'individu, c'est à chercher. Mais quoi, l'individu? La force. Et donc, la phrase entière, c'est la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu. Autrement dit, vous savez, j'ai pris l'exemple du guépard. Il s'y prend 50 fois là, le plus rapide quadrupède du monde. En fait, il fait 70 à l'heure, il ne fait que 2 ou 3 secondes. Dans la réalité, c'est pénible. Hein. Il court 50 fois les gazelles qui l'ont vu venir, etc., qui se dispersent, qui le brouillent. Et quand enfin il a réussi à attraper un malade, un petit faon, il y a un lion qui jusque-là a roupillé, qui ouvre un œil, qui arrive comme ça. Un lion se fait 2 fois en volume, 3 fois des fois un guépard.
puis il donne une baffe qui prend la gazelle et il faut tout recommencer. Donc vous voyez, ça va pas très loin, les libertés de l'individu, la liberté naturelle. Si c'est là pour borne que les forces de l'individu, en tout cas, moi, je n'aurais pas survécu longtemps, gringalé comme je suis. Hein. Voilà. Et même si c'est King Kong, hein, vous connaissez une des phrases les plus importantes du contrat social. Tout le début du contrat social réfléchit la notion de force, lui donne pour la première fois un statut philosophique. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne convertit sa force en droit et l'obéissance en devoir. Voilà, ça nous aide à retrouver tous ces concepts fondamentaux. C'est pour ça que c'est dommage que vous n'ayez pas vu... pardon, c'est un petit écran, mais... parce que vous voyez, il y avait l'éditorial, c'est le texte de Rousseau. Vous avez la tombe de Rousseau ici, dans la brume. C'est super, c'est une photo, hein. Mais on dirait du Corot, vous voyez, même impressionniste, avec la brume. Et il y a un commentaire là de Nerval. Ah, vous croyez que je l'avais laissé tomber, hein. Devant la tombe de Rousseau, en train de dire, et on comprend mieux après tous nos commentaires pourquoi il lui donne cette place éminente, voici les peupliers de l'île et la tombe de Rousseau vide de ses cendres. Il ne perd jamais aucune occasion de rappeler que ce n'est pas un tombeau, c'est un cénotaphe. Les cendres sont au Panthéon, comme vous le savez, pas très loin d'ici. Ô sage, tu nous avais donné le lait des forts. Tout ce qu'on vient de voir, c'est pour les forts. Forts en esprit, bien sûr. Hein. Et nous étions trop faibles pour qu'il pût nous profiter. Là, on est très actuel. On a fait la révolution, puis il y a eu la contre-révolution. On ne sait plus où on en est, là. C'est là qu'on en est aujourd'hui, non? On n'est pas en contre-révolution, on n'est pas en révolution. On est dans un compromis des deux, là. On a encore un peu de sécu, hein. Et même quelques retraites. Vous avez vu la nouvelle hier? Non? Vous ne connaissez pas la dernière de Micromégas, Macron. Ouais. Il a fait dire par Philippe, par le Premier ministre, que oui, bien sûr, on ne veut pas toucher à l'âge de départ à la retraite, mais on va réfléchir à un âge d'équilibre. Vous avez entendu parler de ça? C'était hier. Non, mais c'est actuel, tout ça. Hein? Comme disait un grand communiste, dans un superbe poème qui a été mis en chanson par Brassens, vous connaissez, le refrain, c'est « Il n'y a pas d'amour heureux ». Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son droit. Et quand il croit ouvrir ses bras, sont tenus pour embrasser, son ombre est celle d'une croix, et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Voilà. Donc c'est actuel, tout ça, n'est-ce pas? Quand Nerval dit, c'est dense ces textes, c'est pour ça que je m'interroge. Tu nous avais donné le lait des forêts, nous étions trop faibles, c'était trop nouveau, quoi, pour qu'il pût nous profiter. C'était trop tôt. On dirait Hegel, il faut la patience. Grand concept, il dit. La patience, le calvaire de l'histoire. Bon, Hegel disait souvent que, comment ça se fait qu'il faut 2000 ans pour passer de l'évangile à sa réalisation à la Révolution française. Pour Hegel, c'est la même chose. À partir de la prise de la Bastille, l'enseignement de l'évangile commence à passer de l'essence à l'existence, timidement. Et avec des allers-retours, j'en parle, révolution, contre-révolution, restauration. Ça s'appelait comment déjà? La Sainte Alliance, hein, la restauration après la Révolution. Aujourd'hui, c'est l'OTAN. Hein. Alors, si j'en suis là, je continue le texte de Nerval, nous avons oublié tes leçons que savaient nos pères, dit-on. Ça s'est écrit en 1840. Rousseau, il est mort dans les années 80. Ça veut dire que c'est pas si vieux. Ils ont déjà oublié. C'est ça la restauration. Encore maintenant, vous lisez Popper, Rousseau, c'est totalitaire, c'est misogyne. Alors, déjà, terminé. Oui, c'est vrai que Rousseau avait dit la femme mange blanc là où l'homme mange rouge. Vous savez, la femme, elle aime les crèmes chantilly, l'homme, il aime le barbac. C'est un Suisse, hein, un petit Suisse. Et nous avons perdu le sens de ta parole, déjà en 1840, et là, dernier écho des sagesses antiques, avec ce trait d'union génial que fait Nerval, qui en connaît un bout, l'air de rien, discrètement, avec Platon. Le contrat social, la République se salue à 2000 ans d'intervalle. Platon, encore en totalitaire, dirait Popper. Vous voyez, ça se tient tout ça quand même. Voilà. Alors, je vous avais dit que on a 1 heure.
je ne vous sucre pas la parole cette fois, je vous passe la parole, mais je voulais comprendre pourquoi j'ai demandé à Rousseau de bien vouloir me remplacer pour l'éditorial. Franchement, j'y gagne. Voilà, et vous aussi, bien sûr. Ça peut porter sur la propriété, la relation propriété-liberté, ça peut porter sur la nature ou paysage. J'ajoute aussi, pardon, que vous allez bientôt être face à la nature ou à des paysages et les vacances. Donc, je vous donne un devoir de vacances. Ben oui, vous ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Hein. Vous réfléchirez à chaque fois, mais c'est nature ou paysage, ça. Enfin, je vous gâche les vacances, là. N'est-ce pas? Hugo, tu peux me passer mon sac noir, s'il te plaît? Pardon, je croyais qu'il était là, Hugo. Oui, ça doit être ça. Merci, c'est gentil. J'ai oublié que j'avais... J'attends vos questions, hein. Merci beaucoup, Tarek. Oui. Il faut me rappeler votre prénom pour tout le monde. Cécile. Voilà, merci Cécile. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un lien intime entre la beauté et la liberté. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus? Je suis content qu'on me fasse revenir là-dessus. Vous aussi, hein, avouez que c'est fun hein, comme question. Oui, non, c'est difficile. Surtout que grâce à ta question, je vais pouvoir aborder ce qui pour moi est le thème le plus important de mes interventions depuis 5-6 ans. C'est mon rêve fou, n'est-ce pas, de trouver ce que Edgar Morin, je ne cite pas souvent, hein, entre trois postillons, il lui arrive de dire des choses intéressantes, appelait, non il est gentil, c'est pas une crapule quand même, enfin il est un peu, la complexité. Je préfère Bachelard qui dit la science simplifie le réel et complique la raison. Hein. Bon, non mais il avait dit une fois qu'il faut trouver le passage du nord-ouest. Vous savez, c'est une allusion au navigateur là, au nord-ouest de l'Amérique du Nord. Là, il y a les glaces, là, vous savez, qui empêchent de passer l'océan glacial arctique. Il faudrait... Encore qu'avec le réchauffement de la planète. Bon. Le passage du nord-ouest, c'était quoi pour lui? Un pont qui franchirait ce dont Kant disait que c'était un infranchissable abîme, les sciences de la nature et les sciences humaines. C'est ça mon rêve le plus fou, c'est d'essayer... Tu vois, je commence à répondre à ta question. Comment une montagne peut être jugée belle dans ce décor? Là, je fais exprès de prendre quelque chose qui apparemment ne doit pas grand-chose à l'homme. Je suppose que c'est une montagne où il n'y a pas de culture en terrasse dessus. Bien. Haute montagne. Comment on peut juger qu'elle est belle? Ben, je ne quitte pas Rousseau, parce que Rousseau a été le premier à exprimer, n'est-ce pas, la poésie, l'esthétique de la montagne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un siècle avant, c'était une épouvante, la montagne, c'était laid. Comme un siècle auparavant, les cathédrales gothiques étaient jugées laides, goth, c'est-à-dire barbares. Je commence par répondre à ta question par une formule de Hegel dans son esthétique, bon, qui est célèbre pour ceux qui la connaissent, mais enfin, comme on ne fait pas grand-chose pour qu'elle soit connue des masses, dont je fais partie, il dit « La nature est une copie de l'art ». C'est un scandale, quand même. Vous vous rendez compte, vous dites ça à Servigne. Non mais, oui, oh bah, je dis Servigne, le pauvre vieux, il y a pire. Hein. Comment il s'appelle le ministre qui a démissionné là? Hulot, vous savez, sympathique Hulot, hein. Mais qui prend un matos fabuleux, là, un ULM et tout pour atterrir sur le Kilimandjaro, et puis qui vous dit, profitez-en, regardez mes images, hein. Super, ben moi je regarde, je coupe le son, hein. Mais je regarde ces images, et lui, il vous dit, les rares fois, c'est pour ça que j'ai coupé le son, hein. J'aime pas la provocation. Oui, mais vous le verrez pas, parce que nous avons gâché ces paradis, lui il est seul, fait qu'il en profite, le dernier. Bon, et voilà que Hegel vient prendre à contre-pied tout en disant la nature est une copie de l'art. Et bien ça, c'est par là que j'ai commencé, si vous regardez bien nature et paysage. Quand j'ai abordé la notion de surface, vous vous rappelez, quand j'avais dit imaginer, je continue à répondre à ta question, ce que j'appelle l'or liquide qui nous arrive de contempler lorsqu'on voit le soleil se coucher sur la mer, par exemple. Sur la mer, sur la Seine. Hein.
Mais sur la mer, je pense toujours à Baudelaire. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté, mais tout aujourd'hui m'est amère et rien, un peu mufle, hein, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Superbe. Or, cet or liquide qui capte toute notre attention, qui est un concentré de beauté, là, on a envie de le posséder. J'ai une copine qui était fatigante, elle voulait dur qu'on y aille. Bon. Si on prend un verre, on a une terrible déception. On lève le verre, oh, il n'y a plus de couleur du tout, c'est de la flotte, c'est H2O avec un peu de chlorure de sodium, si c'est la mer. Vous voyez? Et là, on a compris ce que c'était qu'une surface. On était dans l'illusion de croire qu'on a affaire à une réalité profonde, là. Et en fait, si je prends une aiguille et je l'enfonce à la surface de la mer d'1 millimètre, il n'y a déjà plus rien à voir de doré. Hein, tu comprends mon exemple? Donc, pourquoi ça nous plaît tellement? Et j'explique la phrase de Hegel. Parce que ainsi meurt un héros, par exemple. Vous savez, souvent les couleurs du crépuscule, c'est le rouge et l'or, c'est les couleurs épiques, hein, c'est l'agonie d'un héros. Hein. Par exemple, le héros, c'est le soleil qui meurt à ce moment-là. Nous transigeons avec le Deep chaque fois que le père meurt, nous sommes mélancoliques. C'est pas moi qui ai analysé ça. Je vous renvoie à des développements intéressants là-dessus, n'est-ce pas? Je me console de mon agressivité antipaternelle en étant triste quand il meurt. Mélancolie. Les mélancolies versent de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. C'est la Verlaine. Donc, c'est en ce sens que ce que je crois être la nature est en fait une surface où se réfléchissent mes problèmes à moi. C'est un moi collectif. Surtout, ne me faites pas dire que je suis tombé, avec mes allusions à Freud, vous pourriez croire que je suis passé du champ politique, de la praxis, au champ psy. Pas du tout. Combien de fois je vous ai dit, nous aimons tous la même chose. Deuxième affirmation scandaleuse. Mais pas au même moment, évidemment. Hein, à 14 ans, je n'avais pas les mêmes goûts. Mais nous aimons tous, grosso modo, la même chose. À savoir, je vous le dis tout de suite, hein, comme ça il n'y a pas de suspense, mais ça va être abstrait, la liberté. Seulement la liberté, comme elle n'est pas là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quelque chose qui nous donne l'impression qu'elle est là. Alors une jeune fille toute svelte comme ça, je sais pas, qui est canon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de kilos en trop, etc. Donc qui est agile, elle donne l'illusion qu'elle échappe à la loi à la loi de la chute des corps, n'est-ce pas? Ce qui est fabuleusement injuste, parce qu'une femme de 130 kilos peut être d'une agilité de pensée, et même, moi j'ai vu des Africaines danser avec une souplesse, c'est pas qu'ils font avec leurs 120 kilos, parce qu'il y a une fête dans les pays du Sahel où les matrones viennent narguer les jeunes pucelles comme ça, qui sont minces, maigres, et donc qui n'ont pas trouvé de mec. C'est très, très africain, parce que là-bas, la prospérité, source de séduction. Donc, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça peut être très... Mais dans l'imaginaire collectif, pas, une personne mince, ça peut être un garçon aussi, svelte, etc., un elfe au pied léger, disait l'autre, peut donner l'illusion, alors que c'est une crapule soumise à tous ses désirs, si ça se trouve, l'illusion de la liberté. Et ça, c'est la beauté. Là, je réponds profondément à ta question. La beauté, c'est une image de la liberté. Mais il y a un abîme entre l'image et la chose dont c'est l'image. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. Tout le monde insiste sur la ressemblance, bien sûr. Donc, il crée l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Que Dieu a des poils dans les narines? Allons donc. Il y a quelque chose dans l'homme qui rappelle Dieu, c'est ça que ça veut dire. C'est plutôt la liberté, si vous regardez bien, le langage. Hein? Puisque Dieu donne à Adam le privilège de nommer les créatures. Ça ressemble à Dieu, au logos. Voilà. Donc, je vous le dis abstraitement d'abord, j'essaie d'être un peu plus concret. Nous aimons tous la liberté. Dans les formes où elle apparaît. Dans une musique, dans ceci, une musique qui rebondit, etc., qui n'est pas trop... Vous le dites, vous avez un mot, là, dans votre génération, le mot relou. Voilà. Qui est péjoratif, c'est tout le contraire de la légèreté. Vous êtes d'accord? Au sens propre. Ça va vers le bas. Et Hegel disait que c'est intéressant de comparer la loi par excellence, la loi naturelle, celle de Newton, la loi des graves, comme on disait, la loi de la chute, hein, au monde de l'esprit de l'homme, hein, qui va vers le haut, c'est la liberté. C'est intéressant. Vous vivez l'époque, après tout, de la conquête spatiale. Voilà. Donc, je réponds un peu à ta question.
voilà où il peut y avoir un passage, un lien entre l'esthétique, l'historique et donc le politique. Voilà, je suis en train de dire, il faut être très attentif à la beauté, très attentif à toutes les formes de beauté, parce qu'elles nous rappellent à cette mission qu'est la liberté. Mais c'est un programme, c'est pas une réalité actuelle, en acte. Et donc il faut se méfier aussi. Il ne faut pas prendre, n'est-ce pas, la vessie pour une lanterne. Il ne faut pas prendre ce qui n'est pas là comme un déjà là. Voilà, là j'achève de répondre à la question. Donc un lien ambigu, n'est-ce pas, entre la beauté et la liberté. La beauté signifie la liberté, donc toujours avec une distance. Très bonne question, merci Cécile. Roman. Moi, c'est pas vraiment une question, mais ce que ça m'évoque, c'est le fait qu'il y ait certains régimes politiques qui aient cherché à esthétiser la politique, justement, et que peut-être c'était une manière de faire croire que donnerait au peuple la liberté de se gouverner, alors que peut-être c'est pas le cas. Tu fais allusion à quoi? À qui? À quand? Et où? Au régime fasciste. Oui. Tu penses à Nuremberg. Ah ben dites donc, 200 000 torches comme ça, formant une croix gammée dans la nuit, là, ça jette. Hein. Pour ça, il faut faire attention à l'esthétique pure. N'oubliez pas qu'une des plus grandes photographes de l'époque, c'est Leni Riefenstahl, qui est connue des gens qui s'intéressent à la photographie et au cinéma, parce qu'elle a fait un film, je crois, sur les Jeux Olympiques, hein, qui reste un modèle du genre. Les Jeux Olympiques de 1936, en plein nazisme. Hein. Oui, on admire encore, n'est-ce pas, ces extraordinaires séquences au ralenti, les sauts à la perche pendant que le soleil se couche. Grand artiste. Hitlérienne à 150%. Hein. Non, je le dis parce que souvent, il y a une certaine gauche social-démocrate, pour ne rien nommer, qui pense que nous, on est du côté du bien, on est intelligent, on est cultivé, on est de gauche, et puis en face, il y a la brute à la nuque épaisse, l'homme de droite. C'est pas comme ça que ça se passe. Autrement dit, il y a mon pote, Harlem Désir, hein, et puis en face, il y a mon beauf. Non, mais c'était ça, la politique française pendant 40 ans. C'est nous faire croire que le seul conflit entre mon pote et mon beauf, entre Harlem Désir et Le Pen. Non, mais quand même. Non. La droite a travaillé. La droite peut avoir énormément de goût. Regardez Voltaire tout à l'heure, c'est étincelant du point de vue de la verve. Je sais pas. Pour dire, il est très doux pour mon cœur très immonde de voir ici partout l'abondance à la ronde. Pour lui, c'est pas un programme. La liberté, ça y est, c'est acquis pour lui. Et donc, c'est acquis pour l'univers. C'est bon. Hein. C'est un homme d'entreprise. Hein. Il avait une entreprise de bas en soie. Il n'y avait pas de nylon à l'époque. Hein. Et il se servait de ses amis les marquises pour faire la pub et la promotion à Versailles, parce qu'il était exilé en Suisse. Il connaît. Il faut cultiver son jardin, comme il dit. Voilà, donc tu vois, je réponds à ta question. Bien sûr, tu as parfaitement raison, mais dans les deux sens. Il faut aussi qu'il y ait une esthétisation du politique, une esthétisation démocratique, républicaine. Et ça a été l'effort de la fête de l'être suprême. L'antithèse maintenant de Nuremberg. Je sais pas. Nuremberg essaie de ressusciter la ferblanterie païenne, allez, soyons clairs. Mon ex-épouse, mais toujours allemande, m'a raconté souvent comment, quand elle était dans les Hitlerjugend, elle a 10 ans plus que moi, petite, elle était ravie, parce que je me mets à sa place, pour un gamin, c'était la fête, les feux de camp, vous savez, à 21 juin, les fêtes du soleil. Non, parce qu'on vous fait croire que ça c'était dans le judéo-christianisme, on vous fait croire ça, hein, dans une certaine gauche, qui est à l'origine du nazisme. Non, c'est le retour du paganisme. Je me suis permis aussi de le rappeler quand je suis allé en Norvège. Tu vois, c'est-à-dire dans des régions où le christianisme est venu historiquement d'une manière assez tardive, par rapport aux pays méditerranéens, par exemple, n'est-ce pas, et où ça a résisté. Et là, c'était bien, c'était progressiste. C'était résister à l'impérialisme romain, hein, de garder les dieux païens. Il y avait un enjeu politique de liberté, à la limite. Et puis voilà que ça s'est inversé. Que maintenant, la ferblanterie païenne, n'est-ce pas, et la critique du progrès, de l'universel, du judéo-christianisme, des valeurs altruistes et collectives, c'est à faire le retour à la force brute. Wotan, c'est-à-dire la version allemande de Odin, c'est le même mot, hein, même nom.
vient d'un radical Wut qui veut dire la rage. Comme Zeus déclenche la foudre, hein, c'est le même dieu tout ça. Les dieux de Dumézil. Voilà, on est d'accord. Donc il faut une esthétisation du politique. C'est très compliqué comme dossier. Parce que ça, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à Cécile, ça m'a donné l'occasion d'y répondre, c'est l'ambivalence qui est l'exact statut du rapport entre esthétique et politique. Pas l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est un peu trouble, c'est un peu fauderge, comme on dit en bon français. Mais c'est dans ma tête, c'est pensé. Tandis que là, non, même à mon insu, c'est l'ambivalence. Je crois que j'aime alors que je hais, je crois que je hais. Mais en fait, j'aime. Bon, je prends des exemples gros, typiques. Hein. Et voilà. Je crois que je suis en danger alors que je suis agressif. L'Allemagne. Mais oui, on est menacé par les Slaves, par le judéo-bolchevisme. Alors ils sont en train d'ensanglanter la planète, mais c'est eux qui sont menacés. Et ils ont la hantise du blindage, du panzer. Et je vous avais donné un exemple. Je ne veux pas mouiller Bach là-dedans, le musicien, mais quand même, le choral le plus célèbre de Bach, un des plus célèbres, qui a emprunté le texte à l'auteur lui-même, c'est « Ein feste Burg ist unser Gott ». Notre Dieu est une citadelle imprenable. C'est toujours la défense. Vous voyez? Voilà, c'est une manière de répondre à ta question. C'est toujours ambivalent. Ça a été un relatif échec, l'être suprême, mais qui avait le mérite. Je renvoie aussi aux travaux de cette historienne, comment elle s'appelle, qui a écrit La raison sensible. Oui, merci Sophie Vanish, merci beaucoup Alexandra, qui s'est illustrée à la librairie Tropique, vous pouvez voir ses interventions, qui a écrit justement avec ce beau titre La raison sensible. Vous savez, la raison, c'est l'essence, donc c'est la vérité, mais comme toute vérité, elle manque un peu de réalité. L'essence manque d'existence, la vérité manque de réalité, et le concept génial de Hegel de ruse de la raison permet d'articuler les deux, je révise, hein, grâce à vos questions. Grâce à la ruse de la raison, ce qui n'existe pas encore peut se frayer un chemin avec ce qui existe, qui est déjà là et qui est matériel. Ainsi, l'État moderne dit, oh, il y a un petit Corse vaniteux et ambitieux, là, qui s'appelle Napoléon, qui fait le malin, mais voilà, on va le laisser faire. Hein. Jusqu'à ce qu'il crée l'État moderne, n'est-ce pas? Puis après, une fois qu'il l'a fait, on le prend, on le jette à Sainte-Hélène, suivant. Hein. C'est comme ça que progresse l'histoire pour Hegel. Voilà. On est bien d'accord? Donc je garde cette ambiguïté. Oui, Léo. Alors, sur nature et paysage, j'ai l'impression que plus la civilisation advient et plus les forces productives se développent, plus on s'extrait de la nature, et donc plus on prend conscience de ce qu'est la nature en opposition à la civilisation. Et le paradoxe, c'est que du coup, plus on oublie la civilisation elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans... Tu fais allusion au discours naturaliste oui, voilà, contemporain, c'est ce qui me semble avoir compris. Cette séquence nous permet de bien modéliser ce naturalisme, c'est-à-dire on est tellement sorti de la nature qu'on ne voit plus que ça et on oublie qu'on est dans la civilisation. Mais alors, ça veut dire que c'est un peu contradictoire, ça veut dire que plus on développe les forces productives, plus on est naturaliste, escrologiste, comme on dit à certains endroits. Chez M. Garnier, le mot est bon. Oui, oui. Mais je crois que c'est Garnier le premier qui l'a utilisé. Et donc, comment on fait pour sortir de cette aporie? Bon, en gros, c'est quoi les armes pour abattre l'écologisme? Je me cherche, hein. Il reste 3 heures. Merci beaucoup. C'est pas un paradoxe. C'est pas plus le progrès, plus les forces productives se développent, plus on a un discours naturaliste. Non, ça c'est le discours de forces productives développées, mais dans un certain mode de production, que le mode bourgeois de production. C'est-à-dire avec une propriété qui reste privative, des grands instruments de production et d'échange, pour en rester à l'essentiel. C'est pour ça que je dis, c'est pas votre brosse à dents ou votre femme qu'on va nationaliser. Hein. Ça fait 2 fois que je parle de la femme et la propriété pour rappeler que le Marx a dit très tôt que la première division du travail, c'est l'homme et la femme. Une division du travail qui est à l'origine de la division de la société en classes sociales. Je rappelle que ne serait-ce que la grossesse impose tout d'un coup un partage des tâches, comme pas chasser ou
ou cueillir avec 8 mois de grossesse, et donc que petit à petit, la femme qui attendait le retour de la chasse à la case, c'est pas, voilà, préparer la nourriture pendant ce temps-là, il y a une complémentarité et non pas un conflit, comme le pensent les féministes bourgeois. Voilà, même si, il faut jamais, on ne le répète jamais assez, toutes choses restant égales par ailleurs, j'enfonce le clou à chaque fois, c'est quand même la femme qui morfle le plus dans tous les stades de la production et dans tous les modes de production. Toutes choses restant égales par ailleurs. Donc, en ce sens-là, ce que tu viens de dire, je l'exprime souvent en disant, donc je remercie de le rappeler, qu'il n'y a pas plus typiquement moderne que de haïr la modernité, qu'il n'y a pas plus romantique que de vouloir sortir du romantisme et d'être baroqueux, néoclassique, parnassien. Dans l'époque, il y a des modes différents. Néo-grec, je faisais allusion aux néo-païens tout à l'heure, tout ça est très romantique. Nietzsche pensait qu'il était sorti du romantisme et qu'il était un grec. Il est boche jusqu'à la couenne. Un autre fou, allemand aussi, bien sûr, je pense à Hölderlin. C'est une anecdote, on ne sait pas si c'est pas une légende, mais elle est tellement vraie, je sais pas, que même si elle n'a jamais existé, elle est de l'ordre de l'essence. Vous savez qu'il y a le fatal voyage à Bordeaux, il est devenu fou à Bordeaux, et avec son retour de ce midi où il a vu enfin le monde grec tel qu'il l'imaginait, à pied tout ça. Hein. Il passe donc par Tours, si vous regardez, c'est encore maintenant le tracé de l'A10, et une aristocrate de l'époque parle qu'elle voit son jardin, qui était un jardin à la française, avec des statues, vous voyez, des allées quadrangulaires, tout ça. Elle dit, je vois un homme de grande taille, allemand, un peu dépenaillé, qui était en train de s'attarder près des statues Montparnasse. Je descends et je veux lui demander, superbe anecdote. Et il ne me laisse pas le temps de lui poser une question. Quand j'arrive, il me dit, il faut traiter autrement les images des dieux. Et puis il commence à faire un laïus sur la Grèce, on reconnaît le dernier. Alors la dame, la propriétaire, lui dit, vous êtes grec? Et il répond, je reviens à Nietzsche, au contraire, madame, je suis allemand. Merkel et Tsipras, hein. Non, mais écoutez, il y a comme ça des structures, moi j'y peux rien. Hein. Le Nord et le Midi, non, quand même. Bon, maintenant on peut les renvoyer à dos tous les deux. Hein. Ça fait penser qu'hier, on a parlé de la candidature de Mme Merkel comme présidente de l'Union européenne. J'ai l'air de rêver comme ça, mais j'essaie de rester branché sur l'actualité. Donc, pour en revenir à ce que tu dis, c'est propre à ce monde bourgeois, quoi? Ce que Hegel a analysé comme conscience malheureuse. Donc tu as bien raison de pointer quelque chose là. D'accord? Nous avons les moyens, grâce aux forces productives, et tu as bien fait de le rappeler, qui sont développés comme jamais, n'est-ce pas, de sortir d'un néant de millénaires de misère, de contraintes. D'accord? Et voilà qu'on est malheureux. Lorsqu'on mange, c'est de la merde. Je parle comme ce que je lis dans les journaux. Hein. Je veux dire, vous entendez ça tout le temps. On n'a jamais mangé aussi bien, en gros. Alors, on dit pas des conneries. Ma grand-mère, on pense toujours à sa grand-mère. Mais elles sont gentilles, les grand-mères. Quand leur petit-fils arrive, elles font au mieux. Hein. Mais l'ordinaire, c'était pas ça avant. Vous savez, le nombre d'intoxications qu'il y avait avant les frigidaires, quand il y avait les gardes-manger, vous ne soupçonnez même pas. Il ne faut pas enjoliver non plus le passé. Et je crois que c'est Philo Bragard, notre ami de Saint-Dizier, là, celui qui a fondé l'Université populaire de Saint-Dizier, qui a posté récemment sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vu, cet extrait du Vagabond Act de 1500, tu l'as vu? De 1500, tu connais le Vagabond Act? Tu connais, Tristan, non? Oui, extraordinaire. Les vagabonds, il faut les arrêter, les torturer, les castrer, les tuer. Mais c'est ça que certains appellent le bon temps, quand même. Voilà. Et voilà que maintenant qu'on a tous les moyens d'être sortis de cela, hein, moyens qui font rêver la femme malienne qui fait des kilomètres chaque jour pour chercher de l'eau, du bois pour chauffer l'eau, qui pile toute la journée, et qui aimerait bien, n'est-ce pas, avoir 1/1000 de cette croissance que ceux qui l'ont parlent de décroissance. Hein, je te suis là. Voilà que tout d'un coup, ils sont malheureux. C'est exactement ce que Hegel dénonce comme conscience malheureuse, dont je rappelle le concept essentiel, qui passe son temps à dénoncer le désordre du monde sans songer que c'est elle qui induit ce désordre. J'ai parlé tout à l'heure des Allemands qui craignent une attaque, alors qu'ils sont agressifs. Vous voyez, c'est un peu... Oui, je suis très germanophile. Hein. Il me semble, si je me trompe, que la
conscience malheureuse, c'est celle qui se reconnaît nulle part aussi. Eh bien oui, mais c'est un malheur, ça. Et donc, parce que tu disais que la nature est une copie de l'art. Oui, c'est égal, pas moi. Non, mais donc, ça veut dire que ce qu'on trouve dans le paysage, c'est ce qu'on reconnaît de nous, sans comprendre forcément que ça vient de nous. Donc, bon, je n'ai pas de question à dire, mais non, c'est bien. Il y a un lien entre les deux. Oui, non, c'est bien de raffiner, tout à fait. C'est bien de revenir à la question de Cécile, en gros, parce qu'on tourne autour du même pot, là, si vous regardez bien. Le romantique allemand trouve le paysage magnifique, surtout quand il y a la lune nocturne. Mais, comme Faust tout à l'heure, un spectacle, mais un spectacle seulement où te saisirais-je, nature infinie. Mais, il ne sait pas ce que, grâce à Cécile, nous avons un petit peu avancé, dans le sens de la compréhension, c'est que c'est parce que c'est une image de la liberté qu'il trouve ça beau. Autrement dit, il n'a pas le degré de conscience politique de Rousseau, qui dit dès la première phrase du texte que je vous ai lu, n'est-ce pas, que un désir exclusif est un désir qui s'annule lui-même. Il n'y a que les fêtes populaires. Vous voyez. Donc, comme il ne le sait pas, il est sensible à la liberté, mais à la sienne. Et encore, il ne sait même pas que c'est la sienne qui est représentée là. Il pense que c'est la nature, qu'il y a un vitalisme, là, quelque chose, qu'il y a une providence qui fait que la forme est parfaite, qu'il n'y a rien à toucher. Il suffit que l'homme bouge pour tout d'un coup, n'est-ce pas, se Belpins dans tout ça. Hein, on répond aux deux questions en même temps, on est bien d'accord. Donc oui, c'est un malheur. Un malheur pas bien grave. Il y avait des SS, mais c'est des choses que j'ai lues de témoignages, dans Primo Levi, vous voyez, c'est comme des gens qui connaissent bien leur dossier. Des SS qui faisaient un carton le matin au petit déjeuner, là, puis un prisonnier comme ça au revolver, pour se faire la main, mais qui sanglotaient quand ils voyaient un chien maltraité, ou un pétale de rose plié. Oui, non, mais c'est vrai, c'est des anecdotes, c'est des crises d'angoisse, d'étouffement, d'hystérie. Hein. Voilà. Oui, Branco. Oui, je me demande si c'est tout simplement qu'ils ne savent pas ou qu'il y a quelques types de classes qui sont en train de se faire. Il y a toute une idéologie qui est cachée, qu'ils savent. Il faut que ça nous vienne d'un pays où il y a un déni des luttes de classe, n'est-ce pas? Comme dans tous les pays très prospères. Qu'est-ce qu'on a à faire des luttes de classe? Maintenant, tout le monde est égal chez nous. Hein. C'est un peu ce qu'on entend dans beaucoup de pays riches. Hein. Et oui, mais c'est là qu'il faut conclure. Il ne sait pas qu'il y a une relation de classe dans son malheur. D'accord? C'est-à-dire la liberté dont tu ne jouis pas parce qu'il y a des rapports de production qui ne l'autorisent pas à en jouir, le petit bourgeois. D'accord? Il l'aliène dans la nature. Elle lui semble venir de l'extérieur dans la nature. Donc merci, ça nous fait franchir la dernière détermination. Et donc, vous comprenez pourquoi la nature ici est une copie de l'art. En fait, la nature ne fait que représenter à titre programmatique ce que nous devrions réaliser autrement que dans les montagnes, hein, que dans la forme des montagnes. C'est pourquoi je vais essayer de vous citer le texte d'un grand réactionnaire, un grand écrivain, dont j'ai parlé. Je voudrais bien que vous deviniez. Non, mais c'est vrai que Chateaubriand est un grand réactionnaire qui écrit très bien. Donc quelqu'un de plus réactionnaire, Chateaubriand, plus teigneux, hein, et j'ai pas pu dire. Hein. Oui, plus contre-révolutionnaire au sens anglo-saxon. Alors je vous guide là, dont j'ai parlé quand même tout au début de Nature et Paysage, à cause d'une nouvelle très étrange. Et ça doit vous rappeler quelque chose. Et merci, voilà. Il s'agit d'Edgar Poe. Vous vous rappelez que je vous en ai parlé parce que cette nouvelle de 5-6 pages, le domaine d'Arnheim, emprunté à une commune qui existe encore en Hollande, qui s'appelle Arnhem, il manque un i, où il imagine quelqu'un qui a une fortune colossale, mais qu'il ne faut même pas essayer d'imaginer, mais c'est un prétexte pour avoir les moyens de réaliser son rêve. Et les rêves, il en avait, car il avait, avant d'hériter de cette fortune, c'est une fortune, il a fallu un siècle pour l'accumuler, enfin bref, il avait un rêve, il avait des idées sur le bonheur. En quoi on reste encore un peu dans le XVIIIe siècle, c'est la grande valeur du XVIIIe.
Pour lui, le bonheur, c'est très anglo-saxon, pragmatique. Il faut 3 conditions. La première, c'est d'exercer, non mais c'est pas idiot, hein, un libre exercice physique en plein air, pour retrouver le goût du sport. Oui, je prends un mot anglais. Hein. Ben oui, si j'ai une rage dedans, déjà le bonheur. C'est pas le plaisir, hein, il faut que ça dure, le bonheur, mais enfin, il faut qu'il y ait du plaisir aussi, parce que, je veux dire, c'est un plaisir qui dure un peu plus longtemps que le plaisir, le bonheur, et qui se répète, et qui a une épaisseur temporelle, mais enfin, il faut qu'il y ait du plaisir. C'est pour ça que je ne vous dirai jamais un mot contre le plaisir, toute chose restant égale par ailleurs. Là, je reprends Spinoza, hein, si vous regardez bien, tout simplement. Hein. Alors, on n'est pas dans les consciences malheureuses. Donc, libre physique en plein air. Deuxièmement, la proximité d'une personne aimée, lui dit d'une femme. Hein. Et troisièmement, une aspiration indéfinie vers un idéal à réaliser. C'est pas mal comme théorie du bonheur, vous voyez? 2 choses qui sont là et un troisième qui n'est pas là. Et voilà que quand il irrite, il peut enfin réaliser ce qu'était son aspiration. Il trouvait que tous les beaux-arts avaient été cultivés depuis des siècles, la musique, la peinture, l'architecture, sauf un qui avait été négligé, qui était tout nouveau à l'époque. C'est les jardins paysages. Vous voyez comment on y revient à notre thème. Vous savez qu'en Angleterre, vous visitez des sites comme Fonthill, pas près de Londres, je ne sais pas si vous avez visité. C'est des jardins à l'anglaise, mais sur des superficies énormes. Vous n'avez pas vu ce film « Meurtre dans un jardin anglais » ? C'est un policier célèbre, vous n'avez pas vu ? « Meurtre dans un jardin anglais », là. Avec la caméra, on voit le meurtrier, enfin, pas la caméra, le mec, le chevalet du peintre dans cette rien. Bon, bref, le contraire du jardin à la française, qui donne l'impression que c'est naturel, vous voyez, on y revient, l'illusion que c'est naturel, alors qu'il n'y a pas un brin de gazon qui n'a pas été pensé. C'est-à-dire, ce qui existe encore, pour combien de temps, je ne sais pas, c'est une tragédie que je vous annonce, le parc de Jean-Jacques Rousseau, là, où il y a son tombeau à Ermenonville, est en train d'être privatisé. Le Conseil général cesse de donner des subventions. On va en faire sans doute un Disneyland. Oui, bon. Donc, il peut enfin réaliser, mais à une échelle plus grande qu'un département français, vous voyez. Hein, même, je vous avais dit, au début de la nouvelle, il fait le monde entier avec le narrateur. C'est censé être l'ami du narrateur qui parle à la première personne, pour trouver déjà le site qui se prête, vous voyez, la partie naturelle, hein, le site qui se prête, et arriver à un moment donné à un sommet d'où il dit on a une vue comparable à celle qu'on voit au sommet de l'Etna. L'Etna, c'est plus de 3000 mètres, c'est pas la Sicile, vous voyez, la Méditerranée, l'Italie, bon. Et l'ami lui dit, bah voilà, on va pas aller plus loin, vous ne trouverez jamais mieux, c'est pas possible que ça. Il dit, oui, c'est... Après 1 heure, pour prendre sa respiration devant tant de beauté, oui. Il dit, ouais. Ah bon, qu'est-ce qu'il va pas? Vous savez, quand on veut se retirer à la campagne, l'expression, oui, il analyse la langue, lui. C'est pas pour être exposé au sommet. Se retirer, c'est se cacher un peu. C'est avoir une propriété, un manoir, avec des étangs, des forêts, un château. Se retirer. Et il y a cette phrase extraordinaire, la grandeur d'Edgar Poe, sa profondeur, malgré tout son côté réactionnaire. Pour un passage occasionnel, rien de plus beau. Pour l'homme qui a la mort dans le cœur, il craint l'éloignement comme la peste. Voilà, l'éloignement. Ben, c'est la distance qui fait penser tout d'un coup à l'infini, qui fait que je deviens angoissé. Magnifique texte. Pour l'homme qui a la mort dans le cœur, c'est-à-dire tout homme, c'est ce qui nous distingue de l'animal, hein, d'avoir la mort dans le cœur. Il craint l'éloignement comme la peste. Voilà. C'est pas grave d'avoir la mort dans le cœur. Ça fait 10 000 ans que la praxis nous a permis de créer un autre monde. D'accord ? Mais qui n'est pas également partagé. Et on revient à la conscience malheureuse et ainsi de suite. Donc Banco a parfaitement raison de dire qu'en fait, et ce sera ma conclusion encore pour cette question-là, mais on peut continuer, ce paysage-là, quasi idéal et d'autant plus beau, c'est la société sans classe réalisée, mais complètement inconsciemment. C'est un peu ce que tu voulais dire, finalement. C'est une représentation de la Jérusalem céleste, pour parler comme dans l'Évangile, qui descend tout d'un coup sur terre. Bah oui, c'est pas mal. Oui, j'ai vu un doigt se lever. Oui, Élise, pardon. Question piège polémique. Je rappelle que c'est à Élise qu'on doit le texte de Rousseau. Mais tu vas déjouer ce piège facilement. Si tu regardes l'Europe, quand même, la beauté des paysages en Europe par rapport à... Je sais pas. Mais est-ce qu'on peut quand même... T'es diplomate, je ne l'ai pas dit par rapport à... Tu veux pas être eurocentré. Les paysages. C'est clair. On pourrait quand même dire, en suivant Voltaire, il faut cultiver son jardin, que c'est lié à des propriétaires contigus, des propriétés contiguës, qui ont bien soigné leur terre. Tout à fait.
Et du coup, comment tu... Ah ben, je vois pas du tout ça. Alors, c'est pas que je veux m'en tirer, c'est pas très embarrassant. Il fallait passer par là. J'ai parlé de la ruse de la raison tout à l'heure. La ruse de la raison, c'est de faire croire au mec qu'il est propriétaire, qu'il est entrepreneur, etc. Et puis après, ça devient... Combien de propriétés sont maintenant des parcs publics? Regardez Versailles. D'accord? Par exemple, ruse de la raison. Aujourd'hui, l'état des forces productives, c'est mon analyse. Enfin bon, pas au sens privatif. C'est ce que Marx nous aide à comprendre. Hein. Aujourd'hui, l'état des forces productives est d'une telle puissance, il y a un tel potentiel, que nous sommes très en deçà. Il y en a qui pensent qu'on consomme trop. On est très en deçà de ce dont on pourrait jouir. D'accord, à cause de l'inégalité de la répartition de la richesse réelle produite. Je ne parle même pas de la richesse potentielle que permettent les forces productives. Parce que les rapports de production freinent le développement des forces productives. Je prends un exemple tout simple, mais lorsque sous Napoléon III, on quadrille la France de voies ferrées, mais quel directeur financier serait d'accord pour engager, comment dire, en finance, la dépense pour faire ça? Mais aucun. Il dirait, mais quoi encore? Mais n'importe quoi. Prenez des bus, c'est pas ça qu'il a dit Macron? Oui ou non? Donc, il y a une disproportion entre le côté étriqué, archaïque, vieillot, je prends tout le contre-pied du discours dominant, des rapports de production actuels, les rapports bourgeois, capitalistes de production, et les forces productives de ce qu'elles permettraient. Ça répond à ta question. C'est ça qu'il a fallu passer par la petite propriété. Et c'est très bien. D'accord? Rousseau défend la propriété quand il dit on est passé, en passant de l'état de nature à l'état civil, on passe de la possession, un lion et une antilope dans la gueule. C'est pas une propriété, c'est une possession. Jusqu'à ce qu'un mâle plus fort la lui prend. C'est pas une propriété. C'est pas du droit, c'est de la force. La nature ne fait ni riche, ni prince, ni grand seigneur. Oui, Mehdi. Oui. Je voulais revenir sur une assertion que tu avais dit à la dernière séance. Tu dis plus on essaie d'échapper à son romantisme, plus on le retrouve. Voilà. Tu fais penser à Goethe, la vérité, quand on la repousse, on l'embrasse. Et non, mais si tu avais dit ça, donc ça m'a déçu. Je me dis on pourra jamais s'en sortir. J'ai dit ça, moi? Oui, tu dis ça. Vous avez dû me faire boire. Je vais te poser la question, justement. Est-ce que finalement, mais c'est lié à tout ce qu'on dit, hein, on peut échapper à ce romantisme, mais pas d'une manière romantique, au sens où tu l'entendais, en tout cas moi, de la manière dont je l'ai compris, mais précisément en reconnaissant l'histoire. C'est-à-dire en faisant en sorte que la conscience, que notre conscience, je suis dans la phénoménologie là, mais que... Reconnaissent la détermination historique qu'il y a dans ce qu'elle croit être naturel ou inné. Qu'on résout avec le politique, que la conscience résout avec le collectif et le politique, oui. Et que ça la sorte, autant individuellement que collectivement, du malheur. Oui. Même si les conditions objectives du malheur sont toujours présentes, tout à fait. À cause des rapports de production. Oui, puis de manière plus, excuse-moi, juste une petite incise, il y aura toujours ce que Parménide appelait la dent du hasard. Il ne faut pas rêver non plus, il y aura toujours une malformation, un truc, il ne faut pas exclure. Voilà. Il faut le réduire un maximum grâce aux forces productives à leur développement. Vas-y. Et c'est la question que je posais. Enfin, je pose une question en proposant une réponse, en fait, en même temps une solution que je te soumets pour avoir ton avis. Que finalement, on peut en sortir, on peut sortir de la conscience malheureuse si on se réconcilie, comme tu disais, avec la reconnaissance des déterminations historiques et avec une conscience collective où, enfin, c'est génial ce que tu as dit sur Rousseau, où c'est plus mon plaisir qui compte, c'est plus mon plaisir personnel qui compte, mais comme j'ai conscience que le plaisir réel est toujours un plaisir partagé, c'est ça. Donc je vais vers l'autre, et donc je me réconcilie aussi avec ce qu'il y a de précisément de rationnel. Oui, ben, c'est un peu ce que Branco, quand il disait, en fait, c'est l'aliénation de classe qui fait que j'ai une conscience malheureuse et paysagère, je ne déforme pas ce que tu disais, hein. Bien sûr, oui, mais je suis content de voir qu'on converge. Mais pour l'instant, nous vivons une disproportion gigantesque, comme jamais sans doute, entre l'état des forces productives, et qui ne cesse de se renforcer, et le côté étriqué, vieillot et dépassé des rapports de production. Ceux qui disent que le marxisme est dépassé, c'est peut-être vrai.
Et quand le marxisme est une critique du capitalisme, c'est plus récent que le capitalisme. Donc, si le marxisme est dépassé, c'est une petite loi topologique que je vous dis, c'est-à-dire que le capitalisme, alors là, il est préhistorique à ce moment-là. Si vous réfléchissez un petit peu. Voilà, bien sûr, donc ton histoire de reconnaissance est très important. Hegel dit que le vrai est la reconnaissance de soi-même dans l'absolu être autre. Donc ça va bien dans le sens de ce que tu dis, hein, la phénoménologie. Il dit ça, bien sûr. Ça paraît abstrait, mais là, tu as montré l'enjeu concret de ce que ça veut dire. Mais pour ça, il faut pas inverser. Si on est encore dans l'ordre symbolique, c'est qu'on n'enseigne pas dès l'école primaire ce que nous sommes en train de voir et qui est simple, en fait, si on regarde bien. Il faudrait l'enseigner. Ce qu'on a dit sur le naturel, l'artificiel, la matière, la nature, ça devrait être le b.a.-ba d'un enseignement universel. Rationnel, ça veut dire pas que j'impose comme une propagande, hein, rationnel, c'est-à-dire qu'il peut se critiquer, qu'il peut... Voilà. Oui, Jean. Pour vous dire un petit peu ce que disait Élise, en ce moment sort une sorte de bouquins qui sont relayés par des magazines sur l'idée que le grand malheur, c'est l'agriculture. Le grand malheur de... C'est l'apparition de l'agriculture. L'apparition de l'agriculture. Oui, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Le retour, donc, il faudrait revenir à la cueillette. Oui, c'est le néolithique et le début de la fin. Non, mais c'est des gens très sérieux. Hein, oui, c'est bien. Bon, ce que je veux dire, c'est que, il y a c'est une question. Dans l'approche que l'on a, l'approche humaine, évidemment, parce que les animaux aussi, ils ont une approche de la nature. Mais la nôtre, ça se distingue par le travail. Et aujourd'hui, la pratique, la praxis, l'action que nous avons sur la nature et qu'elle nous renvoie aussi en tant que connaissance, donc il y a un jeu dialectique en permanence là-dessus. C'est jamais figé cette affaire. Ça c'est clair. Jamais. Mais il y a une volonté, il me semble, dans l'idéologie dominante, comme on dit, de nier profondément quelqu'un a parlé d'histoire, ce processus de libération, de liberté, de libération. Que l'humanité s'est forte. Une seconde, la libération est la synthèse de cette antinomie classique qui est le déterminisme d'un côté et la liberté de l'autre. On les renvoie dos à dos. On n'est ni libre ni déterminé. On n'est pas condamné à être l'un ou l'autre. Mais on est dans un mouvement qui va de la détermination où nous sommes tous au départ vers un état plus libre ou moins déterminé. Et ça s'appelle une libération. Je te parole. Oui, voilà, non, je ne veux pas prolonger. C'est simplement sur cette notion d'action sur la nature, oui, qui fait qu'on en a forcément une idée complètement... fantasmatique. C'est fantasmatique. Ah, mais complètement. Ou c'est scientifique, c'est-à-dire on sait qu'on peut aller jusque-là, et encore, c'est bouleversé par des nouvelles théories qui sont elles-mêmes posent des questions infinies, mais bien sûr. philosophiques. Bien sûr. Bref, on en est là. Donc Mais je commence par la fin de ta question, qui est très importante dans l'argumentaire que nous avons avec ces gens dont tu parles, et qu'on oublie souvent. C'est que tu as dit plusieurs fois le mot scientifique. C'est souvent des gens qui ont des très grandes compétences scientifiques qui sont dans cette idéologie, on est bien d'accord. Je rappelle ici, j'essaie de ne pas parler tout à fait au hasard, mais qu'il y a entre le discours, l'élaboration de la discursivité qui a permis l'apparition des sciences dures, je parle ici, je pense bien sûr avant tout aux mathématiques, et qui a permis l'éclosion des sciences dures. Il n'y aurait aucune science dure sans les mathématiques. Aucune ne fait aucun emprunt aux mathématiques. La mathématique n'emprunte rien ni à la biologie, ni à la physique, ni... Oui, c'est intéressant cette antisymétrie. Je dis bien en droit. En fait, historiquement, par contre, c'est faux, hein, ce que je viens de dire. S'il n'y avait pas eu des problèmes militaires, balistiques, s'il n'y avait pas eu un va-et-vient entre l'expérimentateur et le théoricien, il n'y aurait pas eu Newton ni Einstein s'il n'y avait pas eu un échange, ne serait-ce que l'expérience de Michelson, par exemple, qui a confirmé pour Einstein, n'est-ce pas, que la lumière se propageait dans toutes les directions à la même vitesse. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne peut pas passer, ça c'est philosophique, que les scientifiques en aient conscience ou pas, c'est leur problème, hein. On ne peut pas passer de la discursivité mathématique
au langage que nous avons en ce moment entre nous, ce qu'on appelle la langue naturelle en linguistique, le langage naturel. Il y a de l'arnaque là. Tu ne peux pas partir des équations, dire donc, je vous préviens que le collapse mondial est pour la semaine prochaine. Quoi, tu rigoles, moi. Je l'entends 20 fois par jour à la télévision. Parce que Servigne a dit que c'est peut-être 2020, l'échéance finalement, et non pas... Je l'ai entendu récemment. Hein, tu l'as entendu? Oui, quand même. Hein, c'est quelqu'un qui a certainement des petites compétences dans les sciences dures, mieux que moi en tout cas. Mais ça, c'est pas un problème de scientifique. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Oui, et la petite Suédoise, là. Greta. Oui. Non, mais j'ironise pas, c'est une pauvre gosse. Hein. C'est scandaleux comme on exploite une grave maladie. Parce qu'elle est quand même autiste, c'est grave l'autisme. Même si c'est un autisme Asperger qui n'empêche pas les facultés intellectuelles de dire si A égale B, donc B égale A. D'accord. Mais je veux dire, il n'y a qu'à la voir d'ailleurs. Bon. Je viens d'apprendre que sa mère a dit, vous savez qu'elle voit le CO2 à l'œil nu. Elle devient chamane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas dans la science, là. Nous ne voyons pas, mais elle voit le CO2 à l'œil nu. Alors ça, j'ai vu ça chez les Africains, mais eux, ils ont des raisons, les pauvres, de voir... Attention, quand même. On en est là. Elle est exploitée par des milieux financiers, vous savez, à la Commission européenne. C'est scandaleux comment on exploite la maladie d'une gosse de cet âge. Hein. Franchement, je trouve qu'on rigole, mais c'est grave d'en arriver là, une civilisation qu'on arrive là. Mais le problème philosophique que je pose, et là je reviens aux fondamentaux de la philosophie, c'est que le philosophe se débrouille entre deux extrêmes dans son rapport au langage. Entre l'extrême du mathématicien et celui du poète. Les trois, le poète, le philosophe, le mathématicien, ont un problème avec la communication, le langage, l'expression, la communication. Hein, pour l'instant, je mets un peu de ça dans le même sac. D'accord? Mais sur des modalités non seulement différentes, mais souvent opposées. Ni le poète ni le philosophe ne quittent ce qu'on appelle le langage naturel. C'est pas un langage, c'est entièrement formalisé. Il n'y a pas des algorithmes dans la poésie de Baudelaire, ou de Racine, ou de Sophocle. Non, mais c'est important. Et les algorithmes ne sont pas des mots. Ça peut être des fonctions, ça peut être ce que vous voulez, des tenseurs, je sais pas. Mais c'est pas des mots. Même si des fois on essaye de faire des correspondances, ce signe-là, ça veut dire implique, oui, mais l'implication mathématique, c'est pas tout à fait ce qu'on dit. C'est samedi, donc ça implique que je peux aller au cinéma. C'est pas pareil. C'est rigoureusement défini, il y a des règles que les mathématiques ensemblées se sont efforcés d'expliciter avant de poser une addition. Il faut l'associativité, la distributivité, la symétrie. Voilà, il y a des règles. Eh bien non, ceux-là, on passe directement des équations à la fin du monde et pour la semaine prochaine. Enfin, c'est l'arnaque, ça. On ne peut pas passer au langage courant. Le langage courant, il n'est pas fait pour la connaissance. Donc déjà, un savant qui vous parle avec le langage courant, j'arrive, je finis juste sur ce chapitre, je crois qu'on va prolonger, c'est déjà douteux, c'est déjà suspect du point de vue strictement épistémologique, réflexion sur le savoir, sur la science. Parce que le langage courant, il n'a jamais au départ été fait pour savoir si le Soleil est une étoile ou une planète. Non, il a été fait pour séduire, pour menacer, pour supplier, pour gratifier, pour prier. C'est ça le langage courant. Pour faire le malin, pour faire le saint, le héros, l'artiste, peu importe. C'est ça le langage courant. Il n'y a rien de cognitif dans tout ce que je viens de dire. Donc quand vous passez du pur cognitif, je ne sais pas moi, la théorie des nombres, c'est un corps, les nombres complexes, non, je crois. Merci. Le corps des nombres complexes au langage courant. Bon, heureusement qu'il y a de bons profs comme ça de temps en temps pour essayer de trouver des équivalences. Mais enfin, je veux dire, il y a des pertes. Hein. Oui. Tu dis le prénom parce que nous on se connaît, mais pour les autres. Emmanuel. Merci Emmanuel. Que tu utilisais en tout cas assez régulièrement à un moment. Un peu plus fort, pardon. Une citation qui dit quelque chose comme le moment à deux fins, une première tragique et une seconde comique. Ça alors, ça a été retenu, ça me fait plaisir. Oui, je sais plus, ça semble beaucoup Hegel, mais je sais pas. Non, c'est pas moi, c'est pas Hegel. Ah, okay. C'est quelqu'un qui connaissait bien Hegel, ce qui est assez rare chez les romanciers, c'est Julien Gracq. D'accord ? Et du coup, ça,
qui dit que toute chose disparaît deux fois. Une première fois dans la fonction, un outil que, maintenant, je sais pas, les fourches à bois, on les met dans les pizzerias, là, sur le mur pour dire que c'est cuit au feu de bois. Et une deuxième fois dans le signe, quand même le signe ne dit plus rien. Voilà. C'est pas comme ça que je l'avais. Mais dis-le dans ta formule, vas-y voir. Moi, je l'avais retenu avec un premier mouvement tragique et un second mouvement comique. Ah, ça c'est Hegel, pardon, oui. D'accord, c'est Hegel et Marx. Hein. Marx a dit l'histoire se répète jamais deux fois, sauf la deuxième fois sur le mode de la parodie, de la comédie. D'accord. C'est plutôt ça, donc. Et quant à Hegel. Et le renvoi au paganisme que tu faisais. Oui, tout à fait, voilà. Tout est bien là. Ce que j'ai appelé tout à l'heure la ferblanterie du Troisième Reich, d'accord, et douloureusement et tragiquement comique, si je puis me permettre cet oxymore, par rapport à la tragédie d'un Sophocle, d'un Échille, ou à la tragédie de la vie simplement. Hein. Bien sûr. Si c'est ça que tu veux rappeler. Et quant à Hegel, et je continue juste quand même en résonance avec ta question, il va jusqu'à dire que tous les grands cycles esthétiques, historiquement, l'art grec, l'art médiéval, se terminent toujours par une note comique. L'ironie, l'humour, la comédie. Hein. Le rire d'Aristophane résonne sur les ruines de la cité grecque quand l'empire macédonien et puis bientôt romain a réduit la cité en passé historique. Il n'y a plus que le rire d'Aristophane sur les gradins. Voilà. Donc c'est un peu lié à ta question aussi. Ouais, c'était le passage du tragique au fascisme. C'est le plus haut degré de l'esthétique, quelque part, le comique pour Hegel. C'est quand même très moderne quand il dit ça. C'est pré-nietzschéen dans ce sens-là. Du meilleur Nietzsche, je veux dire. Et moi, c'est le mécanisme du coup qui prend en jeu les questions. Comment on passe de... Pourquoi est-ce qu'on aurait... Est-ce que tu as déjà vu, petit ou grand d'ailleurs, c'est surtout petit, des tours de prestidigitation qui te bluffent? Voilà, on a tout cela. C'est qu'un bon magicien, un bon précipitateur, c'est quand même extraordinaire. Une fois que tu connais le truc, je commence par là ma réponse à ta question, je commence à voir venir ce que tu veux dire. Une fois qu'on connaît le truc, on ne peut plus éprouver le même plaisir. Ça vous rappelle cette citation de Nerval? L'ignorance ne s'apprend pas. Quand on sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. On ne peut pas me dire, je décide que la Terre est cubique. Difficile, hein? Non, mais il y en a qui disent encore maintenant que la Terre est plate. Hein, vous avez vu, Et sous le Troisième Reich, il y avait des savants qui s'efforçaient de montrer que Galilée s'était planté, qu'il fallait revenir au géocentrisme. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Donc, ça ne prend plus. Mais par contre, comme ça se répète, comme il continue, le gars, à faire sa tournée et ses tours, ça devient péniblement comique. Tu vois, ça répond à ta question. Et Bergson va jusqu'à dire, je cite rarement Bergson, qui lui aussi était réactionnaire, très subtil, hein, je ne m'en débarrasse pas comme ça, et qui a eu le mérite, lorsque le gouvernement de Vichy a voulu lui donner les titres de philosophe officiel d'honneur, de refuser, hein, quand même, alors qu'il dit, tout mon trajet, pardon pour cette parenthèse, mais qui est quand même bien ce qu'on lui doit, cet hommage. C'est un juif, hein, Bergson. Alors que toute ma pensée me poussait à me convertir au catholicisme, j'ai refusé au dernier moment pour ne pas me désolidariser de ceux qui demain seront des persécutés. Grande figure qui renouvelle la geste socratique, hein, rapport entre le philosophe et sa cité. Bergson a fait un volume sur la fin de sa vie qui est célèbre, un petit opuscule qui s'appelle Le Rire, que je vous conseille, qui est très subtil. Hein, que je résume, enfin qu'il résume ainsi, le rire c'est du mécanique plaqué sur le vivant. Tu vois comme ça répond ce qu'on dit. Le mécanique, un truc qui se répète, ce que Gluskar appelle la répétition machinale, l'agitation machinale, vous voyez, qui se répète comme ça. Hein, plaqué sur le vivant. Le vivant ne se répète pas, le vivant innove. Être vivant, c'est précisément... C'est intéressant. Donc voilà comment je réponds à ta question, en gros. Voilà ce qui permet de comprendre comment on peut passer, hein, d'une certaine figure qui a la grandeur de la noblesse à tout d'un coup sa caricature. Oui, Tarek. Alors, juste une contribution par rapport à ce que disaient Jean par rapport à la culture. Alors, la
culture en fait serait la cause des causes de tous les maux. Et on peut aussi ajouter tel qui est la sédentarité. Je travaille en ce moment sur la tranche de la santé, que l'homme est sédentaire. Oui, Tarek travaille dans les métiers de la santé. Hein. Et donc ce serait la cause des maladies, ce qui n'est pas faux, c'est le quatrième facteur de mortalité dans le monde. Lequel facteur? La sédentarité, qui est avant le tabac. En fait, j'ai repensé à ce couple... Au sens propre de ne pas bouger assez, tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. J'ai repensé à ce couple cause-effet de la science. On disait que c'était moins important si... Et donc, en promotion de la santé, en fait, on utilise souvent le couple cause-effet. C'est-à-dire que la sédentarité, c'est la cause. Et on oublie de répondre à la question la plus essentielle, qui en fait, elle est simple, qu'un ouvrier, s'ils ont de moins d'espérance de vie qu'un cadre, alors qu'il est le plus actif. Voilà. Il bouge un peu plus, oui. Exactement. Même s'il y a des cas qui disent tous les matins, j'en peux plus, je suis stressé, vous savez, ceux qui font du vent dans les bureaux comme ça, ils n'écoutent rien. Donc j'ai repensé à ce détournement en fait, de la science, du coup, du cause-effet, qui est en fait prédominant, même dans le domaine de la promotion de la santé, qui est censé être, utiliser des sciences sociales, et plus des sciences sociales que le couple cause-effet. Bon, je suis content parce que tu nous ramènes à mon passage du Nord-Ouest, et puis en même temps on revient, parce que je n'ai pas relancé chez Jean son histoire de l'agriculture, je vais y revenir. Il est 21h05. Oui, alors très rapidement, je conclus avec ça, merci Thomas. C'est que le passage du Nord-Ouest, c'est essayer de faire un pont entre les sciences dures et les sciences humaines. On est bien d'accord, de faire des sciences humaines aussi rigoureuses, même si c'est pas du tout la même rigueur. J'y arrive dans la nature, je rappelle, dans les sciences dures. C'est le couple cause-effet, Y égale F de X en gros, qui est la formalisation de la causalité, qui est déterminant. Dans les sciences humaines, ça devrait être le couple sens-signe. Qu'est-ce que ça signifie et non pas quelle est la cause? Voilà, je rappelle ce que j'ai dit sur la finalité tout à l'heure. Voilà. Et alors, très rapidement, pour Jean, je ne voudrais pas non plus sacrifier, c'est un problème de curseur. Il y en a qui le mettent au passage, effectivement, du nomadisme cueillette-chasse. Dès qu'on a commencé à cultiver trois plants de manioc, ça y est, c'est le commencement de la fin du monde, pour caricaturer un peu. Oui, mais en fait, le curseur se déplace tout le temps. Il y en a qui disent que c'est la révolution industrielle qui a foutu la merde. D'accord? Comme en musique, tu sais, il y en a qui disent que quand le piano est apparu, c'est fini. Oui, le clavecin, mais oui. Il y en a qui disent, mais non, mais quand la polyphonie est apparue, déjà au Moyen-Âge, c'est foutu. C'est la monodie, le chant grégorien. Voilà. Je parlais du travail. Bien sûr. Mais comme par hasard. La cueillette, c'est le rêve du paradis terrestre où j'ai qu'à cueillir. Sans transformer. Merci beaucoup. Et bon appétit. Et bonnes vacances.